Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence en ligne organisée par l'IGPDE, qui est l'Institut de formation du ministère et porté par le ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit d'une nouvelle séance, d'un format intitulé « Économie et changement climatique » que nous poursuivons depuis 3 ans déjà. Elle est réalisée en partenariat avec la sous-direction de l'innovation pour les transformations du ministère chargé de la transition écologique. Et le thème « L'eau et l'économie ». Nathalie Croiset, je suis ravie de vous retrouver pour animer cette conférence et je vais présenter mes intervenants dans un instant. On sait bien qu'il y a un lien indissociable entre l'eau et les changements climatiques. Ils ont des répercussions évidemment complexes sur l'eau dans le monde. On peut parler de l'imprévisibilité des précipitations, le rétrécissement des calottes glaciaires, l'élévation du niveau de la mer, encore les inondations ou les sécheresses. L'eau est une ressource évidemment précieuse et parfois sous-estimée dans le monde et au cœur d'une crise mondiale de la qualité et de la quantité et qui menace à la fois la santé humaine, la planète, mais aussi l'économie mondiale. Il y a 2 ans, un rapport du WWF estimait sa valeur économique à 58 000 milliards de dollars par an au niveau mondial. C'est l'équivalent de 60% du PIB. Autant vous dire qu'évidemment, ça porte un poids lourd en termes d'économie, que c'était important de vous proposer cette conférence. Je vais d'abord faire un tour de table rapide de nos intervenants, mais ils vont pouvoir se présenter un peu plus en détail ensuite. Philippe Goutheyron, qu'on est ravi d'accueillir, qui est du ministère de la Transition écologique en charge des sujets d'eau, de systèmes aquatiques et de ressources minérales. Je vous laisserai dire quelques mots complémentaires dans un instant. Esther Creuser-Delbourg, merci d'être avec nous, qui est économiste de l'eau, mais pas seulement. Là encore, vous aurez le temps de vous présenter. Hélène Aramburu, qui est au sein du Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Vous êtes aussi auteur de nombreux rapports, co-auteur. Vous allez pouvoir le dire dans un instant. On attend, et elle a eu un léger retard et il s'en excuse qu'il y ait des soucis de transport, Loïc Obled, donc, qui dirige l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est directeur général. Il arrive dans un instant. Et puis pour ceux qui avaient reçu une invitation, malheureusement, Simon Porcher s'excuse pour des raisons familiales. Il ne peut pas être présent ce matin et il le regrette. Donc je passe aussi le mot, mais nous allons évidemment, avec nos 4 intervenants, quand ils seront tous présents, détailler un petit peu plus ces sujets. Je parlais de la tablette il y a un instant. Elle est à côté de moi. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat. On pourra les prendre au fur et à mesure de l'échange qui va créer aussi de l'échange entre vous qui nous suivez et nos intervenants. Alors, je commence un premier tour de table. Hélène Aramburu, quelques mots complémentaires pour vous présenter. Donc, vous êtes adjointe au directeur du département développement durable et numérique au sein du Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je travaille au Haut Commissariat à la stratégie et au plan, Haut Commissariat qui résulte de la fusion de France Stratégie et du Haut Commissariat au plan. Et donc, on a pour objectif d'éclairer les décideurs publics en conduisant des études qui analysent des sujets en particulier de controverse ou alors des études prospectives. Et c'est dans ce cadre qu'on a été missionné par la Première ministre en 2023 pour réaliser une étude prospective de la demande en eau en 2050. Voilà. Et vous allez voir un petit peu avec ces sujets, ou notamment aussi de co-auteur d'un rapport, un prélèvement des consommations d'eau, c'est vous le disiez, puis les enjeux évidemment à l'horizon 2050, quelle est la demande en eau, ça va servir aussi de base. D'ailleurs, vous avez toute une bibliographie, de nombreux éléments qu'on vous fournit, notamment vous pourrez les retrouver avec le replay qui permettent aussi d'alimenter tous les échanges que nous avons. Philippe Goutheyron, vous êtes donc sous-directeur eau, système aquatique et ressources minérales au sein de la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. J'ai déjà donné évidemment votre titre, quelques mots complémentaires pour vous présenter. Oui, non, mais c'est merci de l'invitation. C'est effectivement une sous-direction qui s'occupe principalement de la protection et de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les deux sont liés. C'est un travail qui se fait en interface avec d'autres sous-directions, notamment la sous-direction des écosystèmes littoraux et marins, puisque nous on travaille plutôt sur les écosystèmes, on va dire, continentaux. Et puis un travail qui se fait aussi avec d'autres ministères qu'il ne faut pas perdre de vue, puisque finalement, l'eau potable, c'est quand même plutôt un sujet du ministère de la Santé et de la Direction générale de la Santé, donc c'est important de le redire aussi. Et puis, le sujet du risque inondation, qui est un sujet plutôt de la Direction générale de la prévention des risques. Voilà, donc c'est un travail qui se fait en interface avec toutes ces directions. Très bien. Et à vos côtés, donc Esther Creuser-Delbourg, économiste de l'eau, consultante. Vous êtes aussi fondatrice de Water Wiser, parce que vous accompagnez les grands groupes et ce sujet aussi des entreprises et de l'eau. On va en parler, donc quelques mots aussi pour vous présenter un peu plus en détail. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis économiste de l'eau. En fait, il y a 15 ans, j'ai fait un doctorat sur l'empreinte de l'eau pour l'agriculture et l'industrie, persuadée que l'eau serait le sujet du siècle, parce qu'en fait, 90% de l'eau qu'on utilise dans le monde, elle nous sert à produire des biens économiques, donc de l'industrie, de l'agriculture et de l'énergie.
d'énergie. Et le problème, c'est que dans le monde entier, cette eau est davantage en crise et donc elle vient petit à petit en fait toucher nos chaînes de valeur, toucher nos matières premières. On ne s'en rend pas compte, mais nous portons aujourd'hui entre 5 et 7 000 litres d'eau. Nous en mangeons à peu près entre 5 et 7 000 en fonction de ce que nous aimons manger. Et donc c'est toute cette eau-là que nous regardons comme une matière première. Attention, on ne veut pas la financiariser, mais il faut lui octroyer une forme de statut économique parce que sinon, on ne la compte pas, on ne la valorise pas et donc on l'utilise un peu n'importe comment et c'est une des raisons de la crise dans le monde. Voilà, vous avez commencé à évoquer le premier sujet, mais c'est très bien parce qu'on ne peut pas faire autrement que de commencer par l'eau comme ressource économique, la valeur économique et aussi le prix de l'eau. Je crois qu'on va beaucoup en débattre, on va dire, dans cette première partie. Donc, vous avez planté, on va dire, le décor en parlant de ces 90% de l'usage de l'eau qui dépendent de la production économique, d'où l'intérêt. La crise qu'on vit actuellement, c'est quoi? C'est une crise de quantité, de qualité? Oui, alors c'est vrai que la crise de l'eau, elle peut se raconter sous forme de 3 facettes. C'est une crise de quantité, de qualité, et puis elle est aggravée par le changement climatique. En gros, si on résume, c'est l'idée qu'effectivement dans le monde, notre consommation domestique à nous, notre droit humain ne représente qu'une goutte d'eau, sans mauvais jeu de mots, par rapport à l'ensemble de l'eau qu'on utilise. Et effectivement, aujourd'hui, l'eau est une matière première presque comme, et je vais provoquer ici, presque comme le pétrole ou le gaz ou n'importe quelle forme d'énergie qu'on a toujours compté et qu'on a toujours régulé, sauf que pour l'eau, on l'a un petit peu considérée comme si elle était infinie dans la plupart des pays dans le monde. Aujourd'hui, il faut savoir que la France, et chacun d'entre nous, consomme, mange et porte de l'eau qui vient du monde entier tous les jours. Même en faisant attention, c'est impossible. Ça commence avec le café dès le matin. Le café a besoin de beaucoup d'eau et celui-ci vient du Pérou, du Kenya, de la Colombie. Donc on dépend de l'eau d'autres pays et à l'inverse, les autres pays dépendent aussi de l'eau de la France à travers tout ce qu'on exporte. Et donc l'eau devient en fait un enjeu de sécurité économique, un enjeu de sécurité nationale. Et en fait, on se rend compte que la plupart des grands groupes, les grandes industries, les grands agriculteurs en ont besoin. Sans eau, il n'y a plus d'économie et c'est la crise, la canicule de 2022 qui l'a vraiment mis en valeur chez nous quand des industries, des sites se sont carrément arrêtés parce qu'il y avait des arrêtés préfectoraux. Et là, on s'est rendu compte que le prix de l'eau, lui, n'est pas assez cher pour faire bouger les lignes. En revanche, l'absence de l'eau, elle, coûte très très cher et devient un enjeu économique. Donc si je résume rapidement, effectivement, c'est une crise de quantité. 90% de l'eau dans le monde, elle ne nous sert pas à nous doucher, à nous laver les mains ou à tirer la chasse d'eau, mais elle nous sert à produire des biens économiques. Et on produit toujours davantage et on consomme toujours davantage, donc on utilise plus d'eau. Et la consommation d'eau sur Terre a été multipliée par 7 depuis à peu près une centaine d'années, alors que notre population n'a fait que tripler. Donc c'est mathématique, on est davantage à utiliser plus d'eau au même endroit au même moment. Or, la quantité d'eau sur Terre, elle reste stable, c'est la même eau depuis la création de la Terre. Donc forcément, problème mathématique, il n'y en a pas assez au bon moment, au bon endroit. Ensuite, c'est une crise de qualité. Il faut rappeler quand même que l'eau sale, en fait, l'eau polluée reste aujourd'hui la première cause de mortalité infantile dans le monde. Il faut le dire parce qu'il ne s'agit pas de pollution très complexe. Il s'agit de pollution avec des virus entériques, les mêmes qui nous donnent la gastro en hiver, mais qui aujourd'hui, en fait, affaiblissent les organismes des enfants quand ils prennent une douche, quand ils se lavent les dents dans le monde entier et qui créent après des maladies. C'est pour d'ailleurs ça que Bill Gates a mis à peu près $1 milliard sur les toilettes depuis 20 ans en se disant que des sanitaires propres étaient une façon de préserver les cohortes et de préserver les économies du monde entier, et forcément les enfants et donc les adultes qui vont devenir. Et enfin, 80% de l'eau qu'on utilise dans le monde pour des fins industrielles ou agricoles est rejetée dans la nature sans être traitée. Donc vous imaginez, non seulement on l'utilise plus vite, on en utilise plus, mais en plus on la rend polluée. Cette veste a certainement été irriguée, faite à partir de coton, irriguée avec de l'eau qui était a priori pas déjà très propre, mais qui en plus a davantage pollué les écosystèmes dans lesquels elle a été rejetée. Donc c'est un drame national. La fast fashion en fait partie, etc. Donc effectivement, c'est un sujet de pollution extrêmement grave qu'il nous faut réguler. Aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des gens disent c'est pas forcément un problème de quantité, c'est d'abord un problème de qualité. Il n'y a plus un lopin de terre ou d'eau sur Terre qui ne soit pas polluée d'une certaine forme. C'est un peu le seul message négatif que j'ai aujourd'hui. Et enfin, pour finir, le changement climatique ne nous aide pas parce qu'effectivement, il rabat les cartes d'un cycle de l'eau qui est déjà très abîmé, qui est déjà rompu. L'eau ne tombe plus forcément au bon endroit, au bon moment. Et pour donner un exemple, aujourd'hui, la Terre, elle a chaud. Et c'est comme la peau lorsque nous faisons du sport. En fait, on transpire, donc on perd davantage notre eau. Et aujourd'hui, les sols et les océans évaporent et transpirent de l'eau plus rapidement. Donc, d'un côté, ça fait des sols très secs. Et de l'autre, ça fait une eau qui est davantage gorgée dans l'atmosphère. Il faut bien qu'elle retombe quelque part. Et donc, c'est pour ça qu'on a à la fois de la sécheresse et en même temps des épisodes très, très pluvieux. Et ça, on ne le maîtrise plus. Il va falloir composer avec ça. Et forcément, ça met de la pression sur notre agriculture, ça met de la pression sur notre industrie. Et donc, tout ça coûte effectivement très cher. Exactement. Alors, Hélène Aramburu, peut-être pour réagir à tout ce qui a été présenté, je partais aussi de ce chiffre qui est estimé à 60% du PIB mondial, la valeur des usages de l'eau. On a commencé à en parler.
Vous avez soulevé la question du prix de l'eau aussi. Finalement, le prix de l'eau, on peut dire qu'il est assez peu élevé finalement en France. Oui, en France, il est assez peu élevé, mais pas qu'en France. En fait, dans de nombreux pays, en fait, le prix de l'eau est plutôt bas. Et finalement, par exemple, pour une industrie, le prix de l'eau va pas orienter ses investissements. Hein. Le prix de l'énergie, lui, vraiment, ça se voit. Donc, ça a un coût, donc peut engager des investissements. En revanche, ce qui coûte cher pour un industriel, c'est plutôt le manque d'eau. C'est ce que disait Esther. Hein. Finalement, on l'a vu, hein, dès qu'il y a une canicule, et surtout en 2022, hein, il y a des restrictions d'usage de l'eau. Alors pour l'agriculture, pour l'industrie, pour les ménages, hein, mais pour l'industrie, par exemple, ces restrictions peuvent s'accompagner donc d'une diminution de la production, voire d'un arrêt total de la production. Et donc finalement, ce qui coûte, c'est le manque d'eau. Ce n'est pas le prix de l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines entreprises actuellement se dotent d'un prix interne de l'eau, en fait, qui est le prix de la rareté de l'eau. Comme on le fait un peu pour le prix du carbone, finalement. Exactement. Et ça lui permet en fait d'orienter ses investissements entre ces différents sites en fonction de la vulnérabilité des sites aux arrêtés sécheresse. Et alors du côté, on va dire, de la cotation boursière aussi, la valeur de l'eau, par exemple, elle a parfois atteint des sommets. Oui, c'est peut-être Esther qui... C'est vrai qu'il y a dans certains endroits dans le monde, on a mis en place vraiment des marchés de l'eau, des marchés financiers. Donc en Californie, il y a ce fameux Nasdaq de l'eau. Vous pouvez vous connecter tous les jours, vous pouvez même investir là tout de suite si vous voulez. Évidemment, les effets sont terribles. Pourquoi ? Parce que le prix de l'eau monte et baisse en fonction de la demande. Et en Californie, on connaît les problèmes de sécheresse, de canicule, de feu. Et donc typiquement... Fin du mois d'août, en général, c'est là que le pic du prix de l'eau atteint son maximum. Et c'est très grave parce qu'en fait, les villes, les hôpitaux, les agences de biodiversité, les industries, les fermiers achètent tous de l'eau sur le même marché au même prix. Et donc finalement, on voit des fermiers, par exemple, des grands agriculteurs qui préfèrent vendre leur eau plutôt que de l'utiliser sur leur territoire. Donc ça fait des terres qui meurent, qui d'ailleurs sont souvent transformées pour mettre des panneaux solaires. Donc on perd de l'agriculture, on perd de la terre. Et en plus de ça, l'eau n'est pas un bien qu'il faut vendre au plus offrant ou à celui qui a le plus d'argent. L'eau doit rester ce bien commun qui doit être co-géré. Mais les États-Unis, en tout cas la Californie, ont voulu le privatiser avec des effets terribles. L'Australie a aussi essayé, effet terrible pour les agriculteurs. Donc oui, il faut faire extrêmement attention quand on parle de prix de l'eau. Alors Philippe Goutheyron, pour réagir justement un peu à ce qui a déjà été évoqué, on parle souvent justement de l'eau comme un bien commun et souvent il y a la problématique aussi du prix de l'eau qui est derrière. Certains disent de toute façon pourquoi payerait-on aussi pour de l'eau parce qu'on dit on a accès mais on voit qu'on n'a pas si facilement accès. Donc est-ce que c'est un bien commun ou un patrimoine commun? Comment on pourrait le définir? Oui, alors c'est un vrai sujet, mais qui a derrière les mots, en fait, il y a quand même un sens qu'il faut arriver à clarifier. Et je voudrais juste, avant de répondre à cette question, rebondir sur les échanges pour dire que toute cette vision en fait des enjeux économiques du prix de l'eau, qui va jusqu'à effectivement une bourse, enfin la cotation en bourse de l'eau en Californie, en fait ça reste quand même une vision très anthropocentrée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un industriel effectivement est en difficulté en période de crise pour poursuivre son process industriel parce qu'il a des restrictions, il s'organise effectivement, il peut être impacté, il a des possibilités d'agir pour s'organiser. Mais dans le contexte finalement à la fois d'une moindre quantité, de moindre disponibilité de l'eau, de la ressource en eau et d'une altération finalement de la qualité de cette ressource, il faut aussi quand même garder en tête la vision des milieux aquatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui va défendre le besoin de tel ou tel poisson, de tel ou tel des écosystèmes d'une manière générale. Donc il faut garder en tête aussi cet enjeu-là. Et au-delà de ces écosystèmes, qui va aussi garder en tête finalement le fait que tous ces écosystèmes nous rendent des services et qu'il y a besoin aussi de les prendre en compte dans notre analyse. Mais voilà, on y reviendra peut-être sans doute dans l'échange. Mais c'est important à rappeler. Quand on parle aussi de valeur de l'eau, il y a aussi cette dimension qui n'est pas uniquement anthropocène. Exactement. Il faut aussi penser à la biodiversité et à tous les services qu'elle nous apporte si on veut garder même une petite vision anthropocentrée. Qui se chiffrerait en milliards. Qui se chiffrerait en milliards si on voulait aller jusqu'au bout. Exactement. Pour revenir sur la notion de l'eau patrimoine commun, l'eau bien commun, en fait, c'est vraiment une notion intéressante. Moi, je retiens l'article 210.1 que j'aime bien citer du Code de l'environnement, qui dit que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. Et pour moi, cette notion-là, cette phrase-là, elle est essentielle parce qu'il y a tout dedans finalement.
et il y a toute la conception qu'on peut avoir de la ressource en eau. En fait, la notion de patrimoine, ou par rapport à bien commun, alors il faudrait revenir en fait historiquement à la notion de commun, qui date finalement peut-être même du Moyen-Âge, je pense, où à l'époque il y avait une gestion communale de certains champs qui étaient laissés par le seigneur aux paysans pauvres et qui avaient le droit d'y mettre toutes leurs bêtes en pâture, gratuitement, et qui pouvaient en profiter. Donc c'était ça la notion de commun à l'origine. Donc moi je crois vraiment que l'eau est un commun, mais je ne crois pas que ce soit forcément un bien au sens où la notion de bien c'est quand même une dimension très économique. Je pense que, et puis c'est une vision court-termiste, c'est-à-dire qu'un bien on l'utilise et puis après il est utilisé, il est plus disponible, ou on le revend et puis on le possède plus. En fait, la notion de patrimoine elle est essentielle parce que derrière elle a une logique de j'utilise quelque chose et je le laisse disponible aussi pour d'autres ou je vais le transmettre à d'autres. Et cette dimension finalement de transmission de ce bien ou de gestion finalement patrimoniale de ce bien pour pouvoir l'utiliser à son profit, mais aussi la laisser à d'autres usagers, je la trouve très importante. Donc c'est plutôt sur la notion de patrimoine commun que moi je me retrouve. Je sais qu'il y a un débat, y compris avec les économistes, sur le sujet. Est-ce que l'une ou l'autre voulait réagir à cette notion de patrimoine commun? Peut-être vous, Esther. Plaisir. En fait, je vous rejoins entièrement. Ce que j'ai fait, c'est qu'à travers mes études et puis mes expériences en entreprise, j'ai compris le langage en fait des entreprises qui, elles, aujourd'hui, sont les seules à avoir les moyens en fait d'aller sauver la nature qui, effectivement, est le premier utilisateur de l'eau. Sans la nature, les entreprises n'existent pas, nous n'existons pas. Et donc, effectivement, on a cette tendance à utiliser le langage, on va dire capitalistique, pour montrer que cette absence d'eau, cette destruction des écosystèmes va leur coûter plus cher. D'où l'idée de mettre des euros partout, mais parce qu'on peut enfin, finalement, avec Waterwiser, parler au COMEX des entreprises en parlant d'eau, sans leur faire peur. Évidemment, j'utilise l'enjeu opérationnel pour sauver les ressources en eau, et in fine, sauver la planète, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on passe par cet enjeu. Mais je vous rejoins aussi sur le sujet de la théorie des biens communs. Attention, un bien commun, effectivement, c'est un bien qui appartient à tous et qui, selon des théories économiques, se dégrade parce qu'en fait, du coup, personne n'y ferait attention. Moi, je simplifie. Et que l'idée, c'est qu'il faut que ces biens soient régulés, alors avec du privé et du public, évidemment, que ça soit un mix des deux. Et c'est Elinor Ostrom, la première femme à avoir eu le prix Nobel d'économie, qui l'a dit, qu'en fait, il faut de la régulation privée et économique. Il fait un peu des deux incitations pour qu'un bien soit sauvé, pour qu'un prêt, pour qu'on s'en occupe bien ou pour que les eaux soient sauvées. Donc, je suis pour ce mix hybride. Et enfin, court terme versus long terme, vous avez entièrement raison, c'est finalement très obtus de ramener l'eau à ce qu'elle va produire pour cette veste ou notre café le matin. Évidemment, je l'utilise parce que c'est très visuel. En revanche, on a besoin d'actions très court terme parce que si on amène des très grandes entreprises à réduire leur empreinte eau de 20 à 30% dans le monde entier, on a déjà commencé à sauver une grande partie du problème de la quantité des ressources en eau. Et évidemment, c'est sur le long terme qu'il faut voir. Mais les entreprises, malheureusement, bon, j'en fais partie aussi, mais elles voient à allez, 3-4 ans, c'est pas mal. En général, 6 mois, 1 an avec les assemblées générales, etc. Donc, il faut s'adapter et avoir finalement des solutions à proposer à toute cette temporalité-là, quoi. Alors, je pense qu'on a bien posé, on va dire, les enjeux aussi de la valeur économique de l'eau. On espère que M. Loïc Aublen ne va pas tarder à arriver. On espère avoir des nouvelles parce qu'évidemment, on voulait aussi son éclairage avec quelques données qu'il pouvait avoir aussi en termes de coûts. On reprendra le fil si jamais il nous rejoint. Mais on va maintenant en arriver, vous l'avez commencé à l'évoquer, hein, Hélène Aramburu, au sujet de l'utilisation de l'eau dans les secteurs économiques, notamment à travers tous les rapports que vous avez pu aussi que vous avez pu publier. Donc, bien comprendre qui utilise l'eau en France aujourd'hui et pourquoi faire? Oui, c'est une question importante puisque finalement, on entend plusieurs sons de cloche différents dans les débats et parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Alors nous, on a bien distingué les prélèvements, c'est-à-dire ce qu'on va extraire des nappes ou des rivières pour satisfaire un usage humain. C'est encore une vision très anthropocentrée des consommations, c'est-à-dire la part du prélèvement qu'on ne va pas directement restituer au milieu parce que cette part va être évaporée ou transpirée. Donc par exemple, les centrales nucléaires vont prélever de grandes quantités d'eau et vont en restituer la majeure partie. Généralement,
ce qu'on compte et nos objectifs, ils sont sur les prélèvements. C'est-à-dire, par exemple, le plan eau, c'est moins 10% de prélèvements. Et on s'intéresse assez peu à la consommation. Pourquoi ? Parce qu'elle est difficile à mesurer. Il faut mesurer les quantités d'eau rejetées par chaque activité. Et c'est compliqué. Donc nous, on a estimé, à travers des proxys, ces prélèvements et ces consommations. Nous, on ne dit pas que les prélèvements sont plus importantes que les consommations et inversement. On dit qu'il faut regarder les deux indicateurs. C'est pas parce qu'on prélève et qu'on rejette l'eau qu'on n'a pas d'effet sur les milieux ou les usages en aval. Généralement, quand on utilise de l'eau, ce qui a été dit, on dégrade sa qualité. On la réchauffe, industrie et énergie, on la pollue, les ménages ou l'agriculture avec les pesticides et les nitrates. Donc il faut vraiment regarder les deux indicateurs. Et finalement, quand on regarde les deux indicateurs, ce ne sont pas les mêmes qui utilisent de l'eau. Donc quand on parle des prélèvements, à peu près en France, c'est 30-31 milliards de mètres cubes qui sont prélevés chaque année. Et ces prélèvements, c'est presque pour moitié pour le secteur énergétique, donc essentiellement le refroidissement des centrales nucléaires. Donc quand on regarde les prélèvements, c'est plutôt l'énergie qui prélève. En revanche, si je regarde les consommations, là, c'est plus de 60% des consommations sont pour l'usage agricole. Ce qui est normal, puisque en agriculture, on va prélever de l'eau et 90% de cette eau va être évapotranspirée, puisque l'eau va être absorbée par les plantes qui vont produire de la biomasse. C'est l'objectif, il faut que cette eau soit utilisée par la plante. Et donc finalement, dans le débat, en fonction de l'indicateur qu'on regarde, ce ne sont pas les mêmes qui utilisent, qui utilisent l'eau. Donc voilà, donc nous, on dit bien que la question de l'eau, en fait, c'est une question éminemment liée à nos activités, donc à notre consommation d'énergie. On a parfois pas conscience, en fait, que dès qu'on consomme de l'énergie, en fait, on consomme de l'eau. Et ça, c'est important pour nous, et on dit bien que finalement, sans sobriété énergétique, on n'arrivera pas à réduire notre utilisation de l'eau. Et puis, c'est une question liée à l'agriculture, et donc à notre alimentation. Et en particulier à l'alimentation carnée, puisque de nombreuses cultures sont dédiées à l'alimentation animale en France. Oui, donc c'est important à rappeler, et même dans les choix qu'on peut faire, quand on voit que vous dites 50% des prélèvements essentiellement pour refroidir les centrales nucléaires, on voit qu'en termes d'énergie, si on a du stress hydrique et des problématiques, il va falloir aussi sérieusement réfléchir à ces enjeux-là. Je vais pouvoir vous faire réagir, mais j'ai une question qui est arrivée entre-temps, et autant les prendre directement, et ça aussi, ça aurait pu être abordé, on va dire, dès la première partie. L'eau est-elle ou sera-t-elle une source de conflit armé ? Esther, oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on repart sur un vaste sujet. On repart sur un vaste sujet. Alors, conflit armé, en fait, c'est déjà un petit peu le cas. C'est-à-dire, là, il faut prendre un petit peu de recul. Alors, il y a les gros conflits et puis il y a les conflits plus locaux. Dans les gros conflits, on peut citer en gros tous les grands fleuves du monde qui traversent plusieurs pays, qui ont connu à un moment donné des problèmes de conflit, plus ou moins violents. Un cas iconique, par exemple, c'est celui du Nil, qui est partagé entre 11 pays. Vous imaginez 11 pays qui se partagent une même ressource. Et le Nil prend sa source en Éthiopie, donc au centre pratiquement du continent, et se jette au niveau de l'Égypte. Donc l'Égypte a la pire position, on va dire, sur le Nil, mais c'est le pays économiquement le plus fort, et c'est pour ça que depuis à peu près un siècle, elle a su en fait s'assurer la majorité des eaux du Nil en demandant à l'Éthiopie, au Kenya, au Soudan de ne pas en prélever. Et ce n'est que depuis un mois que le barrage de la Renaissance, qui est le plus grand barrage africain aujourd'hui, a vu le jour en Éthiopie. Ça fait 20 ans qu'il est en discussion de construction, ça a été très très compliqué. L'Égypte a une peur bleue que le Nil n'arrive plus et ne puisse plus soutenir 90% de son économie et de son agriculture. Donc typiquement, oui, il y a eu beaucoup de conflits, pas forcément très violents, mais des tensions géopolitiques très fortes. Vous avez vous avez le hindou entre le Pakistan et l'Inde, qui lui, pour le coup, a eu beaucoup de conflits armés. Vous avez le Colorado entre le Canada et les États-Unis. Vous avez la rivière Amazon, le fleuve Amazon qui traverse aussi 7 pays. Oui, on a des conflits, et après, de façon plus très locale, on peut parler effectivement du sujet, par exemple, des méga-bassines, qui a pour le coup été extrêmement violent, beaucoup plus violent que ce que ça n'aurait dû être. Et donc oui, l'eau va être un sujet de tension. Attention, je me permets juste de dire, on ne déplace pas l'eau comme on déplace du pétrole. Ça coûte très très cher de la déplacer. Donc il n'y aura pas de conflit de l'eau pour la déplacer. En revanche, il y aura des conflits liés indirectement à son utilisation, notamment l'agriculture. Les plus gros conflits sanglants, en général, ce sont des populations qui se déplacent parce que leurs sols sont secs et qu'elles n'ont plus d'eau pour produire et pour manger. Elles se déplacent, et donc ça crée des conflits et des tensions. C'était évidemment une réponse à apporter. Alors, entre-temps, on va faire un petit rembobinage et revenir en arrière, puisqu'on a le grand plaisir d'accueillir Loïc Hoblet. On vous a retrouvé, je sais que vous avez des soucis dans les transports, c'est pas toujours évident. Donc, on a eu un premier tour de table, un petit peu aussi pour parler de la valeur économique globalement de l'eau, et je pourrais vous faire réagir à ce sujet, puis on poursuivra après les échanges. Vous êtes directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Nous le faites aussi, voilà, on comprend les problèmes on va dire, venir ici
aussi pour nous parler. Quelques mots d'abord pour vous présenter, je vous en prie. Oui, alors je suis directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne depuis 1 an et au préalable j'étais à l'Office français de la biodiversité qui travaille aussi sur les thématiques de l'eau, notamment sur les données et sur la recherche. Et puis avant j'étais au Conservatoire du littoral qui parle de l'eau, qu'elle soit douce ou salée et qui est un enjeu aussi. Exactement. Et donc, quand on parle de Loire-Bretagne, peut-être rappeler aussi qu'il y a eu des enjeux, il y a aussi il y a eu des sécheresses, enfin, il y a aussi un impact économique qui a pu être fort dans la région. Un impact économique très très fort. Le président du comité de bassin Loire-Bretagne dit souvent que le facteur limitant pour l'installation d'entreprises en Bretagne, c'est l'eau. Et qui aurait pu croire qu'en Bretagne, le facteur limitant serait l'eau. 2022, sécheresse bien connue, tristement connue. Dans le bassin Loire-Bretagne, il y a eu 2 départements qui ont été les plus touchés. Enfin, il y a beaucoup de départements touchés, mais les 2 les plus touchés et les plus surprenants, enfin, en tout cas moi, ce qui m'a surpris en arrivant, c'est que c'était la Creuse, qui était considérée comme un château d'eau de la Loire. Le plateau de 1000 vaches, ça veut dire 1000 sources. Et le Finistère, où il pleut 1,50 m d'eau par an. Tout simplement parce que c'est des territoires qui n'ont pas la capacité à retenir l'eau. Il y a peu de nappes. Et donc, quand il ne pleut pas pendant 2 mois, il n'y a plus d'eau. Et donc, on a découvert qu'il y avait des problématiques d'approvisionnement en eau potable. Et quand il y a des problèmes d'approvisionnement en eau potable, c'est vers l'eau potable qu'on essaye de diriger ce qui reste. Et donc ça veut dire que les autres usages n'ont plus d'eau. Et les autres usages, c'est évidemment l'agriculture qui a besoin d'eau pour vivre, mais c'est aussi l'industrie. L'industrie a besoin d'eau dans l'ensemble de ses process. Et plus d'eau, ça veut dire l'arrêt des lignes de production. Et ça veut parfois dire plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour remettre en route. Et c'est une perte de chiffre d'affaires qui est très importante. Et donc, au-delà du prix de l'eau et du coût, il y a la valeur de l'eau, puisque sans eau, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas d'activité du tout d'ailleurs. Très clair. Alors, dans la première partie, on a justement discuté, enfin, les 3 intervenants entre eux, du sujet du prix de l'eau. Je voulais quand même vous faire réagir à ce sujet-là avant de poursuivre, parce qu'on en est arrivé à la partie justement sur la façon dont les acteurs économiques, entre guillemets, peuvent s'emparer du sujet. Vous vous rappelez cette loi de 1964 et le principe de l'eau paie l'eau, avec des enjeux aussi de justice sociale. Oui, de justice sociale et plus globalement de solidarité. On a créé, lors de la loi de 64, plusieurs principes. Le premier principe, c'est qu'on essaye de faire en sorte de respecter l'eau. C'est-à-dire que quand une goutte tombe quelque part, elle essaye d'aller au plus droit, toujours vers la mer, et elle ne respecte pas vraiment les frontières administratives qu'on a pu inventer. Et donc l'idée, c'était de la gérer au sein d'un bassin hydrographique. Et on a créé des grands bassins, parfois. Celui de la Loire-Bretagne est particulièrement important, avec un principe qui est l'eau paye l'eau. Donc ça veut dire qu'on a créé des agences qui perçoivent des redevances, et ces redevances, elles servent à créer de la solidarité et à essayer d'initier des projets. Et la solidarité, elle se joue dans le bassin hydrographique. C'est la solidarité qu'on appelle amont-aval. Tout ce qui se passe à Saint-Étienne, ça peut avoir des répercussions à Saint-Nazaire. Et donc on a besoin que Saint-Nazaire et Saint-Étienne soient interconnectés, y compris financièrement, parce qu'une pollution qui arrive en amont, en aval, elle est produite en amont. Donc la première solidarité, c'est celle-là, la solidarité amont-aval. Il y a une solidarité ville-campagne également, qui est très importante sur le bassin de la Bretagne, qui est le plus rural. Plus de 50% des exploitations agricoles françaises est peu peuplée, puisqu'on a un peu plus de 80 habitants au kilomètre carré, là où en France on doit être à 120 à peu près aujourd'hui. Et une autre solidarité, c'est la solidarité dans le temps, puisque quand on a créé cette loi de 64, c'était pour bâtir en France des stations d'épuration et essayer de lutter contre la pollution des fleuves. Mission accomplie, 40 ans plus tard, la France est équipée en stations d'épuration. Maintenant, on a d'autres enjeux qui amènent d'autres investissements. Et à l'époque, la solidarité dans le temps, c'était que parfois on avait besoin en Creuse de subventionner une station d'épuration, parfois c'était dans le Finistère, parfois c'était en Haute-Vienne, etc. Aujourd'hui, on a un besoin d'investissement qui est fort, partout. Donc cette solidarité dans l'espace, elle joue. La solidarité dans le temps, elle joue moins parce que tout le monde a besoin d'investir en même temps dans les transitions.
Alors on en arrive à cette deuxième, c'était bien que vous puissiez quand même parler de ce sujet et l'évoquer de votre point de vue. On était donc, je disais, avec nos autres intervenants dans la partie sur l'utilisation de l'eau dans les secteurs économiques, et Hélène Aramburu a rappelé sur la base aussi des rapports qui ont pu être publiés, qui utilisent l'eau en France aujourd'hui, en faisant bien la distinction entre prélèvement et consommation. Je le répète pour que vous puissiez l'entendre, mais c'est pas plus mal, il vaut mieux rentrer des chiffres une deuxième fois. Vous parliez de près de 50% des prélèvements pour l'énergie, essentiellement pour refroidir les centrales nucléaires, et plus de 60% des consommations pour l'irrigation. Donc on voit notamment les enjeux dans l'agriculture. Peut-être que vous voulez faire un commentaire sur le sujet de l'agriculture, Philippe Gautheyron. Oui, en tout cas sur le distinguo prélèvement-consommation, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et effectivement, il faut aller au-delà parfois de certains chiffres qui sont communiqués. Et au-delà de ce distinguo finalement entre le prélèvement et la consommation, il faut aussi regarder la saisonnalité du prélèvement. Parce que, par exemple, une industrie classique, elle peut avoir un niveau de prélèvement et donc éventuellement de consommation qui est assez linéaire tout au long de l'année. Mais il y a certains usages, et par exemple l'irrigation agricole, l'usage agricole, qui lui est plutôt concentré sur une période de temps assez réduite et qui est en plus la période où il y a naturellement le moins d'eau dans les rivières, donc ou parfois dans les nappes souterraines. Donc c'est là qu'il y a effectivement la partie... la pression la plus importante finalement sur la ressource. Et donc voilà, il faut aussi raisonner en saisonnalité, et tous les usages de ce point de vue ne se valent pas. Et donc il faut faire attention à ces pics de consommation à certains moments de l'année. Alors on va continuer à commenter, mais j'ai déjà une question, et c'est très bien, continuer à poser vos questions dans le chat, qui est une question plus globale. Donc celui qui veut y répondre peut y répondre, comme quoi il y a besoin toujours d'éclaircir sur ces sujets. A-t-on un vrai problème de quantité d'eau avec 75% de la surface de la Terre composée d'océans? D'ailleurs, on va faire l'année prochaine un sujet sur l'économie de la mer. Qui veut y répondre? Commencer. Oui, voilà. Effectivement, alors, sur la Terre, on a 97% de l'eau qui est salée, donc c'est plus que 70%, et 2%, sur les 3% qui restent, il y en a 2 qui ne sont pas accessibles, ils sont coincés dans les glaciers, dans la banquise, etc. Et non, si les glaciers fondent avec le changement climatique, ça ne va pas nous faire davantage d'eau douce parce qu'elle va se mélanger à l'eau salée, et ça va davantage provoquer des sujets d'inondation et de hausse de niveau de la mer. Donc, on repose en fait sur 1% seulement de l'eau sur Terre qui est douce, et la bonne surprise, c'est qu'en fait, ça suffit amplement pour faire tout ce qu'on veut, parce qu'on a un cycle de l'eau qui, s'il n'est pas perturbé, a priori nous la rend, si elle n'est pas trop polluée, nous permet d'avoir toute l'eau dont on a besoin pour boire, nous doucher, tirer la chasse d'eau, mais aussi pour produire toute la nourriture et tous les vêtements et tous les objets dont on a besoin. Bon, sur ces 1%-là, effectivement, le problème c'est qu'ils ne sont pas forcément très bien répartis à la base, donc c'est pour ça qu'il y a des endroits qui ont plus de chances que d'autres, et le changement climatique va encore accentuer ces inégalités. Donc oui, les sujets de quantité qu'on a déjà aujourd'hui, alors déjà on les a provoqués parce que nous sommes allés ponctionner l'eau trop vite à des endroits qui en avaient déjà peut-être pas assez. Donc on la prend trop vite, on la rend polluée, comme on l'a dit au début, et ensuite le changement climatique accentue ces inégalités. Il y a des endroits qui vont s'en sentir mieux que d'autres, donc on va, oui, avoir un problème de quantité. Et en France, si je zoome, effectivement, la Bretagne est absolument iconique là-dessus, les territoires ne sont pas impactés de la même façon. En fait, il y a des territoires qui, notamment les Pyrénées-Orientales, sont épargnés, ça va un petit peu mieux récemment, mais sont épargnés par la pluie depuis à peu près 3 ans. C'est absolument inédit. Effectivement, la partie Bretagne, pas Loire-Bretagne, qui est un territoire absolument étonnant d'un point de vue eau, mais si on prend juste la Bretagne, qui n'a malheureusement pas de ressources, qui n'a malheureusement pas de nappe phréatique pour pouvoir effectivement venir stocker de l'eau en hiver, ne repose entièrement que sur de l'eau de surface. Et l'eau de surface, elle est davantage sensible au réchauffement climatique, parce que comme on l'a dit au début, elle transpire, plus il fait chaud, plus elle transpire. Puis comme la Bretagne est un beau territoire, il y a de plus en plus de gens qui s'y installent. Donc oui, il va y avoir un problème de quantité pour les gens à la maison, pour les industriels et pour les agriculteurs. Ici, on ne parle pas de la pollution, on ne parle pas de la qualité. Et vous avez d'autres territoires, même le Grand Est, qui commence à avoir des sujets de remplissement des nappes phréatiques. Donc oui, en fait, il faut regarder territoire par territoire les sujets de quantité qu'on a. Attention, je vous rassure, à part des cas extrêmes, à la maison, normalement, vous aurez ce qu'il faut. Vous aurez vos 150 litres par jour par personne pour vous doucher, tirer la chasse d'eau, etc. En revanche, le vrai problème, c'est les industriels, c'est les agriculteurs. Et si je peux juste faire un tout petit aparté sur l'agriculture, c'est aujourd'hui un des plus beaux métiers qui existent, en tout cas en France, pour l'agriculture qu'on a pu créer. C'est aussi le métier le plus difficile et le plus risqué et le plus incertain, parce qu'il n'y a pas une année qui est normale, il n'y a pas une année qui est certaine. Et donc, c'est soit le trop d'eau, soit le pas assez d'eau qui les impacte. Et donc, il va falloir trouver une solution, et je parle de misère agricole et de problème de revenus qui est réel. Attention, il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment des ressources en eau. L'agriculture doit contribuer à la sobriété, mais
attention quand on parle notamment de stockage, de bassines. Tout stockage, il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plein. Et ce débat, je pense, a été mal explicité. Il y a une mauvaise pédagogie pendant le sujet sur les bassines. Et donc finalement, l'agriculture se retrouve antagonisée par rapport au sujet de l'environnement, ce qui est très dangereux parce que les deux doivent aller ensemble et les agriculteurs ont la faculté d'être les champions des sols, de l'eau, du climat. Mais pour ça, effectivement, il faut peut-être potentiellement les aider. Alors, je crois que Loïc Lebel, aussi, si vous souhaitez évidemment réagir, allez-y, peut-être déjà Hélène Arambourou à ce qui a été dit. Allez-y. Sur la question de est-ce qu'on va manquer d'eau, sachant qu'il y a beaucoup d'eau sur la planète. Donc il faut savoir que la répartition de l'eau change, donc la quantité d'eau reste la même à l'échelle de la planète. Un petit chiffre, en France, sur les 15 dernières années, on a perdu 14% d'eau douce qui se renouvelle à travers le cycle de l'eau. Donc voilà, donc on est en plus dans un territoire sur lequel la tendance est une diminution de la ressource en eau. Ensuite, sur la question de l'eau salée et l'eau douce, on en vient souvent dans ce type de table ronde à la question de la désalinisation. Finalement, il y a de l'eau salée en quantité, on sait la désaliniser, donc il n'y a pas de problème d'eau. Mais la désalinisation, alors en plus d'avoir un problème environnemental, puisqu'on va enlever tous les sels qu'on va rejeter sous forme de saumure, et donc ça a un effet sur les écosystèmes littoraux, mais en plus la désalinisation nécessite énormément d'énergie. Et comme je le disais juste avant, comme l'énergie c'est de l'eau, finalement en fait on utilise de l'eau pour désaliniser. Alors certains vont dire oui, mais on va faire des usines de désalinisation entièrement renouvelables. Oui, mais cette énergie, c'est de l'énergie qu'on ne va pas utiliser pour d'autres usages. Donc voilà, il faut toujours regarder en fait les effets collatéraux liés à la mise en place d'une technologie, et même s'il y a de l'eau en abondance, enlever le sel de l'eau est coûteux en énergie et coûteux je crois que c'est coûteux tout court aussi, finalement, c'est la très onéreux, et ça aussi trop... augmente le prix de l'eau pour les usagers de l'eau, puisque finalement on répercute ce prix dans la facture de l'usager. Oui, Loïc Lebel, allez-y. Oui, peut-être juste pour réagir à ce qu'Esther nous disait. Le plus compliqué pour un acteur économique, c'est l'incertitude, parce qu'il faut prévoir. Et dans le monde industriel, l'amortissement, il est pensé sur un peu moins de 10 ans, en général 7 ans. Dans le monde agricole, un jeune qui s'installe, il s'endette pour 30 ans, voire plus. Et on a, dans les 10 ans qui viennent, 50% des exploitations qui vont changer de main. Donc il y a un enjeu incroyable à réussir à offrir une perspective économique soutenable à l'agriculture. Ce qui est compliqué parce qu'évidemment, on a des modèles de prévision, on a des scénarios, on a des possibles à venir, et on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, il y a une trajectoire qui est assez claire, qui est qu'il y aura moins d'eau. La trajectoire dans la Loire, par exemple, c'est il devrait y avoir en été 30% de débit en moins en 2050. Bon, ça c'est ce qui va venir. Alors, on peut dire oui, mais on ne sait pas. Si on regarde les 50 dernières années, on a déjà vu 30% de débit en moins l'été dans la Loire. Donc en fait, la question n'est pas de savoir s'il y aura 25, 50, etc. C'est de se dire comment, dès aujourd'hui, on arrive à s'adapter à une ressource qui est plus rare à un moment donné, alors même qu'on a accéléré l'utilisation de l'eau avec la révolution industrielle, avec la révolution agricole, si je l'appelle comme ça, d'après-guerre. Donc on s'est accoutumé à une eau abondante et pas chère, et demain l'eau, à certains moments, sera moins abondante et surtout elle sera plus chère. La trajectoire commence à bouger. Dans Loire-Bretagne, on a 40 centimes de plus en moyenne entre 2023 et 2024. C'est pas neutre, 40 centimes de plus. Et encore, il y a une étude du Cercle français de l'eau qui montre qu'aujourd'hui, l'investissement public est important, entre 20 et 25 milliards d'euros par an, mais il manque 13 milliards d'euros pour couvrir des besoins assurantiels, des besoins d'écologie, des besoins d'entretien des réseaux. Donc 13 milliards en moins, ça fait quasiment 50%. Bon, vous voyez que le prix de l'eau qui est aujourd'hui un peu moins de 5 euros, il pourrait arriver à 7 euros demain.
ce qui restera en dessous du 1% du revenu des ménages, alors que l'OCDE, enfin je parle sous le contrôle d'une économiste, dit que voilà, dans des pays assez comparables, on peut être à 2%. Donc on est à moins de 1% du revenu des ménages sur l'eau aujourd'hui, et pourtant, voyons ce que ça occasionne comme débat, à la fois sur son prix, mais aussi sur le partage. Alors, comme un forfait on compare ça au forfait téléphonique. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. Ouais. Alors, Esther, vous avez commencé à évoquer le sujet des méga-bassines, ça on va y revenir évidemment. Ce que vous disiez, Loïc Heublett, va permettre aussi dans un instant à Hélène Aramburu de se projeter aussi, puisque vous avez vu quelle évolution de la demande en eau d'ici 2050. Mais peut-être quand même un mot pour, on va dire, continuer et presque boucler, même si on va continuer à en parler, ce sujet aussi des entreprises, des acteurs économiques. C'est quoi leur risque aussi en termes, on va dire, d'eau ou manque d'eau, voire aussi trop plein d'eau. Enfin, c'est un peu la problématique qu'on rencontre en ce moment, j'allais dire. Oui, alors comment ça se traduit? On voit 4 grands risques avec les entreprises qu'on accompagne. Le premier, il est opérationnel. Est-ce que je peux continuer à opérer et à continuer à produire soit avec pas assez d'eau, soit avec trop d'eau, en tout cas avec des sujets liés à l'eau. Le deuxième, il est financier. Ça va me coûter combien? Quand Michelin doit fermer un site parce que le robinet d'eau doit être réduit de 30%, on ne ferme pas l'usine de 30%, on la ferme entièrement et ça coûte très cher de fermer l'usine et de la rallumer. Et Veolia estime qu'un site qui ferme, c'est entre 100 000 € et 1 million d'euros par jour en fonction de la criticité du site. Donc risque financier très fort. Il y a un risque de régulation. Est-ce que je suis conforme? Est-ce que j'ai anticipé, etc. Pour l'instant, la régulation et les contrôles ne sont pas assez forts. On a travaillé pour des agriculteurs ou des industriels qui ont eu des arrêtés, qui ont plus ou moins suivi les règles, mais en fait, il n'y a pas eu de contrôle. Et donc, du coup, on arrive à s'en sortir. On appelle la préfecture, l'agence de l'eau. On demande à quelques jours pour faire attention, pour arriver à s'en sortir. Puis finalement, c'est un peu le système de débrouille pendant les canicules. Et enfin, c'est le risque est réputationnel, très important pour les entreprises cotées. On ne va pas en citer aujourd'hui, mais il y a plein de scandales de l'eau. D'ailleurs, il y en a pratiquement chaque minute à l'échelle de la planète. On voit très bien un peu les noms dont on a pu parler ces derniers temps. C'est ça, et ça va impacter forcément les ventes, les actionnaires. Voilà. Donc ces 4 risques-là sont majeurs, font perdre de l'argent, et c'est à travers cela, c'est en sensibilisant les entreprises à ces risques-là qu'on les fait bouger sur l'eau. Peut-être 2 risques, si je peux me permettre. Le premier, c'est l'urbanisme, puisque une activité économique florissante, ou pas d'ailleurs, a parfois besoin de s'étendre. Et aujourd'hui, il y a des documents d'urbanisme qui sont retouchés par le juge ou qui sont maîtrisés par l'État pour non prise en compte assez de la ressource en eau. Donc, dans un secteur, je parlais tout à l'heure de la Bretagne, se développer, c'est important et c'est potentiellement un problème. Et puis j'ajouterais le risque juridique pour les entreprises, alors qui se traduit après en risque financier ou opérationnel, mais le risque juridique, c'est aussi, y compris pour des matières qui sont autorisées, la pollution. Si la pollution a un impact un jour sur une population qui a un recours et que la responsabilité de l'industriel, de l'agriculteur, de la collectivité est reconnue, il y a un risque contentieux qui est énorme. Donc se prémunir, faire tout ce qu'on peut faire pour essayer de réduire les pollutions et de préserver l'eau, c'est aussi c'est essayer d'avoir un input économique qui coûte moins cher, mais c'est aussi le risque réputationnel, mais aussi tout simplement la survie parfois de l'entreprise. Philippe Gautheyron, vous voulez ajouter quelques éléments à cette partie sur les acteurs économiques? Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir cette vision holistique en fait du sujet et pas en rester simplement au site de production, mais y compris pour l'industriel ou avoir toute sa chaîne de valeur finalement et essayer d'identifier sa vulnérabilité sur toute sa chaîne de valeur. Et derrière, c'est vrai que ce que disait Loïc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau devient vraiment l'élément un peu déterminant dans l'implantation, dans le développement de certains acteurs économiques. Donc aujourd'hui, effectivement, la ressource disponible est un frein pour certains usagers ou pour certains acteurs, et également les capacités épuratoires. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois aussi garder en tête que, y compris par exemple rien que sur de l'habitation, quand on crée un nouveau lotissement dans une commune ou à un endroit particulier, il faut aussi s'assurer que demain, les habitations qui seront sorties de terre, elles pourront être raccordées à une station de traitement des eaux usées qui aura la capacité
à traiter cet apport supplémentaire. Donc il y a aussi toute la chaîne finalement de la ressource disponible et du traitement de l'eau à l'issue de son usage qui est à prendre en compte. Alors il y a encore des questions qui arrivent, comme quoi le sujet intéresse beaucoup tous ceux qui nous suivent, mais je voulais un peu boucler, on va dire, cette partie, puis je prendrai les questions, parce qu'on a vu les risques que ça pouvait représenter pour les uns et les autres, évidemment les industriels, le monde agricole, mais c'est important aussi d'avoir des perspectives, on va dire, de prévision et d'évolution, à travers notamment ce rapport qu'est l'évolution de la demande en eau d'ici 2050, qui a été publié en début d'année. Qu'est-ce qu'il en ressort, Hélène Aramburu ? Oui, donc ce rapport avait été commandé par la Première ministre en 2023. Pourquoi 2023 ? Parce que l'année 2022 avait marqué les esprits. Près de 1000 communes en rupture d'approvisionnement en eau. C'était exceptionnel. Et donc la Première ministre voulait savoir si en 2050, ce que nous avions vécu en 2022 serait une année courante. Donc nous, on a construit 3 scénarios prospectifs parmi une infinité de possibilités qui étaient contrastés par différents choix qui se caractérisaient et se distinguer par différents choix de société. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un scénario tendanciel qui est classique en prospective, c'est-à-dire si les évolutions qu'on observe ces dernières années se poursuivent dans le futur, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on voit bien qu'il risque d'y avoir des crises beaucoup plus graves que celles qu'on a connues, parce que si on veut conserver, alors je vais parler de l'agriculture, parce que l'agriculture, en fait, elle a cette particularité par rapport aux autres secteurs, c'est sa demande en eau augmente quand les précipitations diminuent. Donc, elle est directement liée au changement climatique. Et alors, ce qu'on voit, c'est que les précipitations devraient plutôt augmenter en hiver dans le nord. On a vraiment une France coupée en deux et les précipitations devraient diminuer dans le sud jusqu'à 50% en moins de précipitations dans le sud. Et en particulier, on va avoir un sud-ouest qui va avoir un climat qui va devenir plutôt un climat méditerranéen. Or, on n'a pas du tout des cultures méditerranéennes dans le sud-ouest. Donc, je prends un exemple connu et aussi parce que le maïs actuellement est très implanté dans le sud-ouest. 60% de l'irrigation dans le sud-ouest actuellement l'est pour faire pousser du maïs qui sert à nourrir les animaux essentiellement. Et donc si on veut garder les mêmes rendements de maïs dans le sud-ouest de la France, on va devoir multiplier par plus de 2 l'irrigation, c'est-à-dire qu'on passera de 2000 m3, un peu plus de 2000 m3 par hectare de maïs à plus de 4000 m3 par hectare. Donc là, on voit bien que sans inflexion des politiques publiques, sans planification d'une agriculture autre, sans aussi régulation du développement de l'irrigation, parce qu'il y a un phénomène, alors certains qualifient de maladaptation, c'est-à-dire comme il pleut moins pour se protéger en fait de ces aléas climatiques, les agriculteurs ont tendance à davantage équiper leur surface en matériel d'irrigation. Et donc, quand on est équipé en matériel d'irrigation, on va davantage demander à pouvoir irriguer. Et en plus, on va mettre des cultures qui sont plus sensibles à la sécheresse, qu'on peut souvent vendre plus cher et qui sont des cultures à plus forte valeur ajoutée. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est sans régulation de l'État, d'évolution des surfaces équipées en irrigation, d'évolution ce qu'on appelle la sol agricole, donc ce qui est planté, on pourrait avoir un plus que doublement de la demande en eau d'irrigation. Et comme le disait très, très justement Philippe, la demande en eau d'irrigation par rapport à tous les autres secteurs, elle se concentre entre mai et septembre. Donc on va avoir un doublement de la demande, mais en plus, on va avoir une concentration de cette demande pendant 5 mois de l'année. Et comme le disait Philippe, ce sont les mois au cours desquels la quantité d'eau disponible dans les milieux est la plus faible. Alors je sais que vous êtes prêts à réagir justement les uns et les autres, mais ça ouvre le chapitre sur la gestion, la distribution, les politiques publiques de l'eau, puisque vous le dites vous-même, vous avez parlé aussi de planification, parce que quand on voit ces enjeux, et ça on va en parler évidemment dans la partie suivante, notamment portée par Loïc Obled et Philippe Goutheyron, que je ferai réagir sur cette partie-là. Quelques questions que je vais vous donner, 2 questions qui sont arrivées, si quelqu'un veut réagir, n'hésitez pas. Ne faudrait-il pas investir massivement pour réduire les pertes lors de transport de l'eau vers les consommateurs ? Oui, allez. Non, mais c'est le cas, en fait. Oui, c'est ça.
En général, l'eau qu'on perd dans les canalisations, c'est l'eau qui a déjà été puisée. Alors après, elle repart un petit peu dans le sol, elle retourne un peu à la terre. Elle est perdue, c'est surtout une perte économique, parce qu'on l'a prise, on l'a traitée, on a dépensé de l'énergie, on a dépensé des produits, et on a pollué en fait, parce que pour dépolluer, il faut polluer. Voilà. Ceci étant, à certains endroits, quand on prend et qu'on perd, on reprend encore plus là où on a pris, et du coup, ça raréfie une ressource qui est déjà parfois tendue. Je citais le cas de la Creuse, par exemple. Bon, après 2022, parce que dans la Creuse, quand même, Esther disait qu'il n'y avait pas de problème pour l'approvisionnement pour boire. Bon, on a quand même eu des zones, une centaine de communes dans le bassin de Loire-Bretagne en 2022 qui n'avaient plus d'eau. Donc on leur a apporté des citernes et des bouteilles. Et une des réponses rapides, une espèce de plan d'urgence qui a été mis en œuvre sous l'impulsion du gouvernement, ça a été de prendre l'argent qui était destiné à d'autres choses et d'en trouver un peu en plus, pour très très vite aller regarder les points noirs et aider les communes ou les intercommunalités. Alors souvent c'était les communes qui étaient isolées, qui n'avaient pas partagé la compétence avec l'intercommunalité, justement pour essayer de calfeutrer un peu ces fuites-là, avec un succès important. Puisqu'on se dit souvent, tiens, il faudrait qu'on traite les fuites partout. Non, en fait, ça fuit souvent à certains endroits. Et donc, ce qui est hyper important, c'est de monitorer, c'est-à-dire de surveiller, et on peut le faire assez facilement maintenant avec les nouvelles technologies, pour regarder là où ça fuit et anticiper et intervenir rapidement. Donc, normalement, c'est au gestionnaire, donc c'est à la collectivité de faire ça. Elle s'occupe des tuyaux, qui est payé par le prix de l'eau. C'est pour ça que ça augmente aussi. Peut-être pas assez, parce qu'on n'a pas assez investi pour renouveler les tuyaux en France depuis longtemps. Mais l'exercice de solidarité dont je parlais tout à l'heure s'est mis en œuvre très rapidement dans les zones les plus impactées, notamment les zones rurales, pour essayer de colmater ces brèches. Alors c'est une question, oui vous pourrez aussi y répondre, je la donne, je la livre en vrac, parce qu'il y a aussi une question sur est-ce qu'il existe, là on parle de solidarité mais à l'échelle on va dire française, est-ce qu'il existe une solidarité européenne, voire une stratégie européenne de gestion, de protection, d'exploitation avec des choix qui pourraient être faits en termes d'eau. Alors je ne sais pas si l'un ou l'autre, Philippe, vous vouliez réagir déjà à ce premier point, mais s'il y a cet élément-là aussi de solidarité, on va dire plus globale. Oui, il y a une solidarité qui existe. Je vais juste rebondir quand même sur cette question de l'eau qui se perd finalement entre le temps, l'énergie qu'on a mis pour la potabiliser et le moment où elle est distribuée. On avait quand même des collectivités où plus de la moitié de l'eau potabilisée n'arrivait pas jusqu'au robinet chez les particuliers ou chez les différents utilisateurs. Donc plus de 50%, c'est quand même un gaspillage terrible. À l'heure où effectivement la ressource se fait de plus en plus rare, c'était vraiment essentiel de faire des efforts sur cette lutte contre les fuites. Il faut les poursuivre. Et il y a encore des collectivités qui sont en difficulté, mais parce que pour certaines petites collectivités, notamment, les investissements sont très très lourds à engager. Et puis, c'est pas si facile que ça de rénover des tuyaux quand on est sur un site urbain très dense, historique, avec une certaine ancienneté de ce réseau. Alors la solidarité, elle est essentielle en fait. Alors elle est européenne. Mais on revient finalement aussi sur le débat qu'on a eu sur la guerre de l'eau, enfin sur ce qui peut se passer. En fait, effectivement, avant de revenir sur les politiques publiques, quand même, cette dimension de gestion de l'eau à l'échelle d'un bassin versant, elle est essentielle, comme l'a rappelé Loïc. Et l'eau, quand elle tombe, elle fait complètement fi des frontières administratives. Et donc, il y a cette solidarité au sein d'un État, mais il y a aussi cette solidarité entre différents États. Et rien qu'en Europe, le Rhône, c'est pas qu'un fleuve français. Il y a une gestion avec la Suisse à avoir, et typiquement, il y a justement des accords de coopération avec la Suisse pour que, à la sortie du lac Léman, il y a un certain volume, un certain débit qui soit organisé, qui soit régulé, pour qu'à la fois il reste de l'eau dans le lac Léman, il reste de l'eau en amont du lac Léman pour les États qui peuvent l'utiliser, et puis pour la France, qui est de l'eau dans le Rhône, pour les différents usages qui sont associés à cette ressource. Donc il y a des accords de coopération comme ça qui se font entre différents États. C'est la même chose sur le Rhin, par exemple. Voilà, on a le même type d'enjeu. Et puis en Europe, on a une chance incroyable
et je pense que ça a vraiment été une opportunité, c'est d'avoir cette directive cadre sur l'eau qui, en 2000, a souhaité finalement organiser un peu, a souhaité demander aux États membres de s'organiser pour leur gestion de l'eau et pour la restauration des écosystèmes aquatiques. Donc, c'est-à-dire avec cette double finalité, rétablir les équilibres des écosystèmes aquatiques et organiser la gestion de l'eau à l'échelle des États membres. Et elle l'a conçu en disant à chaque État membre, finalement, de s'organiser comme il le souhaitait. Et en France, et Loïc en parlait, l'idée, ça a été de s'asseoir, de s'appuyer sur, finalement, la loi de 1964 qui avait créé la gestion de l'eau à l'échelle des grands bassins versants. Et donc, c'est à cette échelle-là, finalement, que les choses se sont organisées. Mais chaque État membre de l'Union européenne s'organise à sa façon. Et cette directive cadre sur l'eau, finalement, aujourd'hui, c'est une directive un peu chapeau, donc on va pouvoir revenir un peu sur comment elle se met en œuvre, mais en tout cas, c'est une directive essentielle qui vise à rétablir le bon état écologique des rivières, le bon état quantitatif des masses d'eau, des eaux souterraines, c'est-à-dire de tous les aquifères. Et puis, elle vise aussi pas que sur la quantité ou l'écologie, elle travaille aussi sur la chimie. Et donc, il faut aussi à la fois, il n'y ait plus de polluants dans les rivières, qu'il n'y ait plus non plus dans les nappes d'eau souterraines. Et donc, tout ce travail-là, l'Europe l'a impulsé en 2000 avec comme objectif quand même de demander à tous les États membres d'être au rendez-vous et d'être à 100% de bon état d'ici 2015 initialement. Et en disant, comme c'est peut-être un peu ambitieux 2015, je vous laisse 12 ans de plus, donc jusqu'à 2027 pour y arriver. Et on y arrive en 2027. 2027, c'est demain. Et clairement, tous les États membres ne seront pas au rendez-vous. La France non plus. On est à 44% environ aujourd'hui de bon état écologique de nos rivières ou de nos fleuves. Il faut qu'on continue à progresser, mais c'est compliqué. Et c'est compliqué dans un contexte en plus de changement climatique. Donc voilà, il faut continuer à agir, mais on pourra peut-être y revenir. Oui, on a commencé à parler des politiques publiques, mais c'est pas à force de la question, il n'y a pas de souci. Si vous voulez réagir aussi, Esther Crozier-Delbo, avec une question qui est quand même revenue, c'est vrai, à l'échelle de l'Europe et du monde, où se situe la France en termes de ressources en eau ? Oui. Alors du coup, oui, je vais essayer d'intégrer une partie de la réponse et puis je pense qu'il y aura aussi d'autres réponses sur la table. Deux choses importantes sur le prix de l'eau et l'agriculture, pour remettre peut-être des éléments de contexte. On a mentionné un prix qui pouvait monter jusqu'à 7 € potentiellement du mètre cube dans les années à venir en Bretagne avec les sujets qu'on va avoir. En France, si on prend une moyenne environ de 4 € du mètre cube, avec vos 150 litres que nous consommons à peu près en moyenne à la maison, ça veut dire qu'en gros, par jour, on dépense à peu près 60 centimes d'euros par personne par jour à la maison pour tous nos besoins. Ce qui, encore une fois, est très peu par rapport à la valeur que ça nous apporte. Et on serait tous prêts à payer bien plus que 60 centimes quand on a une coupure d'eau à la maison, pour le remettre dans son contexte. Et si vous buvez vos 2 litres d'eau par jour pendant un an à l'eau du robinet, vous aurez dépensé avec ces 4 € du mètre cube environ 2,92 €, quelque chose comme ça, sachant que donc moins de 3 € pour un an de boisson à l'eau du robinet. Donc remettre un peu dans le contexte le fait que l'eau minérale que je bois également est vraiment un bien de luxe en fait par rapport à l'eau du robinet. Donc on a de la chance et là-dessus par rapport aux pays européens, je rejoins Hélène, on est dans la moyenne, même si les pays danois la font payer un peu plus, les pays scandinaves la font payer quand même un peu plus cher. En vrai, mathématiquement, le prix de l'eau ne tient pas, il n'est clairement pas assez cher. Vous avez compris ma position, c'est que je pense qu'il faut peut-être potentiellement davantage l'augmenter sur l'utilisation économique, parce que pour chaque litre d'eau prélevée qui permet de produire des médicaments, une veste ou autre chose, on produit de la valeur économique, on produit de la marge, et cette marge n'est jamais rendue à l'eau. Alors que les autres ressources économiques que sont le travail, le capital, la terre, eux sont rémunérés parce qu'ils sont intégrés dans le prix des choses. Bon, ça c'est une chose. Si on passe à l'agriculture, si nous la payons 4 € du mètre cube à la maison, les agriculteurs en France la payent entre 0 et à peu près, le plus cher que j'ai pu voir, c'est 50 centimes du mètre cube. C'est normal qu'ils la payent beaucoup moins cher, c'est pareil pour les industriels, étant donné les volumes qu'ils consomment. Si le plan eau essaye de mettre une tarification progressive à la maison, vous ne pouvez pas l'annoncer comme ça du jour au lendemain aux agriculteurs. Bloquer la France, ça ne marche pas. Il n'y a aucun plan économique qui n'arrive à absorber cette augmentation du coût de l'eau. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a cette détresse de l'eau pour l'agriculture, et j'ai eu la chance de pouvoir aller voir à quoi ressemblaient en fait les retenues, notamment dans le pays de l'Adour pour le maïs. Et effectivement,
il y a, excusez-moi l'expression, il y a à boire et manger. Il y a tout dans les retenues, en fait. Et il y a des retenues qui, elles, sont 100% dépendantes du ruissellement, donc de l'eau de pluie, qui, elles, sont plutôt vertueuses, qui sont intégrées dans le paysage. Certes, elles servent à irriguer du maïs. Ça, c'est un autre débat. Le maïs va sûrement devoir transitionner. Ça va coûter cher, donc il va falloir accompagner les agriculteurs. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut leur demander ça. Il y a des retenues qui, elles, prennent dans les nappes, et c'est là qu'il faut des études poussées pour savoir si ces nappes sont en danger ou pas. Et puis, il faut travailler avec les agences de l'eau. Effectivement, j'ai vu des terres, dans le cas de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, où en fait, il y a des subventions pour laisser les terres tranquilles, plutôt que de les encourager à potentiellement planter des choses qui ne dépendraient que de la pluie. Et donc, on voit des agriculteurs qui délaissent les terres. Et ça, pour moi, c'est un signe terrible. En fait, c'est une tristesse absolue parce que si on est payé pour laisser sa terre quelque part mourir, ça veut dire qu'en gros, on ne croit plus en notre appareil productif. Déjà, on a perdu 20% de nos terres en France sur la production agricole. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce secteur économique? Et c'est là-dessus qu'en tant qu'économiste, je suis toujours très effrayée du fait que l'agriculture soit aussi séparée finalement du ministère de l'économie, parce que l'agriculture est un secteur économique absolument crucial qu'il faut traiter de cette façon-là. Et je pense qu'on n'a pas les outils aujourd'hui, on n'est pas. Je pense qu'il y a une forme de modernisation dans notre gouvernance de l'eau qui pourrait apporter plus de données. Il faut compter l'eau, il faut qu'on connaisse notre empreinte. On connaît notre empreinte carbone, mais il n'y aura pas de guerre du carbone, il y aura des guerres de l'eau. Donc il faut qu'on connaisse notre empreinte pour aider les agriculteurs à pouvoir venir comprendre de combien ils ont besoin d'eau, à quel moment, et les aider à optimiser leur production de l'eau, ça veut dire leur productivité de l'eau, ça veut dire produire pareil, mais avec moins d'eau. Ça, on sait faire, mais comme on n'a jamais compté, on ne le fait pas. Voilà. Alors, on en arrive évidemment au sujet de la gouvernance. Où se situe la France en termes de ressources en eau? Vous l'avez Je délègue la question. Loïc Hoblet, vous avez peut-être en fait, la France est tellement diverse que c'est assez compliqué de répondre à la question. On a plus d'eau qu'en Israël, on a peut-être un peu moins d'eau qu'en Norvège. Bon, c'est compliqué. Non, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on est riche ou pas d'eau, c'est de savoir quelle est notre trajectoire de consommation, quelle est notre trajectoire possible de progrès, et à quel moment elle est disponible. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors après, juste pour oui, allez-y. Oui, par rapport à ce qui a été dit. Enfin, moi, aujourd'hui, sur la thématique agricole, par exemple, il y a un drame qui est en train de se produire, qui est la crise de l'élevage. Ça peut paraître paradoxal, parce que souvent, qui dit vache, dit maïs pour leur donner à manger. Mais en général, on a quand même construit des fermes en France depuis des siècles avec de la polyculture élevage. Et dans la polyculture élevage, on a créé des haies. Un des réseaux les plus denses en Europe, pour certaines parties de France. Et il faut qu'elle broute, donc il faut de l'herbe et des pâtures. Et la haie et les pâtures, ça permet deux choses. Ça permet de filtrer l'eau, donc tout ce qu'elle comporte comme polluant, c'est filtré et retenu dans le sol. Et ça permet d'infiltrer l'eau. C'est-à-dire que l'eau qui tombe, elle suit les racines et elle va dans le meilleur réservoir qui soit, c'est-à-dire le sol. Et aujourd'hui, alors même qu'une partie de l'élevage, je pense notamment au bœuf, se porte plutôt pas mal, après des crises, mais le lait se porte plutôt pas mal, la viande bovine se porte plutôt pas mal cette année, alors que c'est vrai qu'on a eu des moments un peu compliqués, mais on a quand même une crise de l'élevage. Donc l'état des lieux dont on parlait tout à l'heure, il se dégrade aussi, parce qu'il y avait des zones où tout allait bien, mais du fait de la disparition de ces vaches, on a d'autres pratiques agricoles qui viennent rajouter des polluants, des nitrates, des pesticides, et avoir besoin d'eau. Donc on a un besoin absolu de maintenir l'élevage, et évidemment tout cela dans un contexte de concurrence économique, sachant que faire payer le prix de l'eau, je parle sous le contrôle d'une économiste, mais ça marche très bien dans une économie un peu fermée. À partir du moment où vous êtes dans une économie ouverte, où d'autres pays subventionnent l'eau, c'est-à-dire que l'eau est très peu chère. On a des voisins européens dans lesquels l'eau est pas chère parce qu'elle est très fortement subventionnée, soit directement, soit par les travaux qu'on y a fait. C'est un peu notre cas aussi.
et des pays un peu plus lointains, parce qu'ils voient un intérêt avec plein d'externalités positives pour l'agriculture, subventionnent beaucoup l'agriculture et en particulier l'eau dont elle a besoin. Donc on a un modèle économique à trouver dans un contexte international qui est celui qu'on connaît. Hélène, oui, allez-y, réagissez, puis après on va passer à la partie, parce que je continue à avoir des questions, mais il faut quand même qu'on parle aussi de qui fait quoi, j'allais dire, et quels sont les acteurs de l'eau en France. C'est bien aussi de refaire un peu de pédagogie, mais allez-y. Peut-être sur l'agriculture, c'est vrai que l'agriculture est une activité économique qui contribue à la souveraineté alimentaire de la France et à être plus résilient en cas de choc, choc économique, choc sanitaire, etc. Et nous, ce qu'on dit, c'est par exemple qu'il ne s'agit pas de dire je prélève moins d'eau en agriculture, juste en faisant moins d'agriculture, en important des produits d'ailleurs, puisque finalement, si on s'intéresse non plus à l'eau prélevée sur le territoire, mais au concept d'empreinte eau, à la star de ce qui se fait pour le carbone, en fait, on importe de l'eau quand on fait ça. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a à peu près 50% des fruits et légumes actuellement en France qui sont importés, et importés en particulier de territoires qui sont bien plus en stress hydrique que nous. Je pense par exemple au sud de l'Espagne ou alors au Maroc. Donc, on voit bien que là, il y a une question qui se pose aussi de solidarité entre les pays. Donc nous, on a imaginé par exemple un scénario où on relocalise toute la filière fruits et légumes. Et si on relocalise la filière fruits et légumes, il faut aussi imaginer des façons de produire avec de l'eau, puisque la filière fruits et légumes nécessite généralement de l'irrigation. Donc voilà, l'idée c'est pas de dire moins d'agriculture, c'est ce que je disais tout à l'heure, planifier et accompagner le monde agricole, parce que ça va avoir un coût, puisqu'il y a des investissements qui ont été faits sur un certain modèle qui a été encouragé au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui a été une réussite, puisqu'il a permis de nourrir la population et d'exporter maintenant. Donc l'idée, c'est d'accompagner vers un nouveau modèle agricole qui permette à la fois de relocaliser certaines filières de façon à éviter de pressuriser certains pays qui manquent d'eau, et un modèle qui permet aux agriculteurs de vivre de leur travail. Voilà, je me suis emmêlée dans mes fiches et j'ai fait disparaître mon nom. C'est pas grave, je crois que ça fait 1 heure qu'on nous voit échanger, qu'on nous a à peu près repérés les uns les autres. C'est très bien. Alors, on en arrive à la question de la gestion de la distribution et des politiques publiques qui ont déjà été plus ou moins évoquées. Peut-être rappeler un peu quels sont les acteurs de l'eau en France, Loïc Obled, aussi pour faire un peu de pédagogie qui permettra aussi de comprendre après la question aussi du modèle de financement de gestion de l'eau. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Allez-y. Alors, peut-être qu'on peut juste dire que la responsabilité de l'approvisionnement en eau potable revient aux collectivités. Et l'assainissement leur revient aussi. Donc ce sont les collectivités qui sont au premier chef concernées et qui ont développé différentes manières de faire, parfois en régie, parfois en ayant recours à des sociétés privées, mais en tout cas la responsabilité leur incombe. Pendant très longtemps, ça a été les communes seules, et puis depuis l'après-guerre, il y a eu des regroupements, soit spontanés, soit encouragés par la loi, pour essayer d'avoir une échelle qui soit plus pertinente au fur et à mesure que l'évolution intercommunale arrivait, et aussi au fur et à mesure où on s'est retrouvé confronté à des problématiques, puisque si on parle de qualité de l'eau, on peut dire que depuis 20 ans, il y a, je crois, Philippe, un tiers des captages qui ont fermé, parfois par manque de disponibilité de la ressource, c'est-à-dire que le captage n'est plus assez productif, parfois parce qu'il est pollué, pour différentes raisons, et quand il est pollué à 50%, enfin dans une grande partie des cas, c'est aux produits d'origine agricole, nitrates essentiellement, et pesticides, parfois avec des produits qui sont interdits depuis 20 ans d'ailleurs, parce que du coup, il faut très longtemps pour une goutte d'eau pour qu'elle arrive dans la nappe. La nappe de Beauce, c'est 20%. Donc ce sont les collectivités qui sont en premier lieu concernées, et qui aujourd'hui doivent assumer des coûts et les répercutent sur le prix. Et donc, les ménages sont en grande partie ceux qui contribuent, mais il y a aussi des industriels qui sont raccordés au réseau public et qui l'utilisent et qui du coup contribuent. Et dans certaines communes rurales où il y a une grosse entreprise, parfois, l'entreprise est le premier contributeur au budget, qu'il soit en approvisionnement en eau potable ou en assainissement. Donc voilà, ce sont les collectivités. J'ajoute que
avec la disponibilité de la ressource et les éventuelles pollutions, il y a un risque de contentieux qui n'est pas neutre. Hein, et les fameux PRPDE, les personnes, c'est un sigle absolument infâme, mais les collectivités qui sont en charge de produire ça peuvent parfois se retrouver inquiètes parce qu'elles pourront avoir des recours d'associations, de citoyens par rapport à la qualité de l'eau. Donc ça, c'est les collectivités. Après, en 64, hein, on a parlé de la loi tout à l'heure, on a créé notamment les agences pour exercer la solidarité. Et en Loire-Bretagne, quand vous avez une facture d'eau, 90% de ce que vous payez, c'est à la collectivité. Pour l'usine, pour le traitement de l'eau, pour les tuyaux, les canalisations, etc. Et 10% servent aux redevances qui sont, elles, ponctionnées, prises par l'agence de l'eau, mises dans un pot commun. Elles restent 30 jours à l'agence et elles repartent immédiatement en accompagnement des territoires pour aider beaucoup les collectivités, pour aider aussi le secteur agricole, pour aider le secteur économique et pour aussi accompagner des associations, puisque une des richesses françaises, c'est aussi d'avoir un tissu très dense en associations qui sont des alliés de la politique publique nationale et qui font naître de la formation, de l'information, du partage, et c'est quelque chose de particulièrement important. Donc voilà les acteurs principaux. Vous avez les acteurs privés, évidemment, et puis vous avez des politiques qui sont menées à différents niveaux. Il y a évidemment la politique nationale de l'eau, avec un éminent représentant de la direction de l'eau et de la biodiversité dans un instant. Ici, très fortement irrigué par une politique européenne que Philippe a évoquée tout à l'heure. Mais les autres collectivités s'investissent aussi. Alors, pas toutes dans les mêmes proportions. Les régions, par exemple, ont la possibilité de s'investir. Certaines le font, le font un peu moins. Elles ont la possibilité de demander une compétence pour animer au niveau régional une politique de l'eau. Et c'est quelque chose de très intéressant, je vais vous dire pourquoi. Et puis les départements ont aussi un rôle important, soit en intervenant directement comme acteurs, hein, même s'ils n'ont plus la clause générale de compétence, soit en produisant des schémas directeurs. Donc ça, c'est quoi ? C'est un schéma qui dit, dans le département, pour qu'on sécurise l'approvisionnement d'eau potable, il faut faire ça, ça, ça comme travaux. Oui. Voilà. Et ça, c'est très important. Et moi, je constate qu'aujourd'hui, à l'heure où les départements ont des grosses difficultés financières, ils s'investissent et parfois se réinvestissent sur le sujet de l'eau parce qu'il y a une très forte demande des collectivités. Juste, je reviens sur les régions. Vous nous interrogez sur la politique publique de l'eau. C'est très important. On est des acteurs ici passionnés, impliqués dans le domaine de l'eau. Mais c'est un domaine qui est technique, vous l'avez peut-être aperçu depuis tout à l'heure. Et je pense qu'il est fondamental qu'on fasse sortir l'eau et les enjeux de l'eau du monde de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on a des solutions en politique publique, mais on a aussi des pressions. Et donc, l'acteur régional, par exemple, est un acteur fondamental, parce que pour agir sur les pressions, il faut qu'on agisse sur la politique de planification, la politique d'urbanisme, il faut qu'on agisse sur la politique d'attractivité, de tourisme, il faut qu'on agisse sur la politique économique. Et donc ça, c'est important que chacun des acteurs puisse avoir conscience que sa politique publique, son activité économique peut avoir un impact. Donc on a absolument besoin de faire en sorte que le sujet de l'eau irrigue l'ensemble des politiques publiques et pas que celle de l'eau. Ça serait un piège que de penser que c'est la solution. C'est le cas de le dire. Alors peut-être que ça a rebondi aussi, je vais faire évidemment réagir Philippe Goutheyron sur ce que proposait Agnès Pannier-Runacher, l'ancienne ministre, qui disait qu'il fallait vraiment réinventer le modèle de financement et de gouvernance finalement de l'eau. Alors justement, peut-être réagir. Alors l'État évidemment est très engagé sur ces sujets. Il y a le ministère qui organise l'intervention de l'État, ministère de la Transition écologique avec d'autres ministères. Il y a le Comité national de l'eau sous la tutelle du ministère qui est consulté sur les grands projets. On a aussi l'Office français de la biodiversité qui intervient. Donc là aussi des acteurs très présents. Et quelle politique publique, si on voulait le dire en 3-4 minutes, parce que je vois le temps qui file, il y a d'autres questions aussi. Il y a aussi peut-être parler aussi des solutions qu'on pourrait trouver, parce qu'on voit qu'on a posé des enjeux qui étaient très lourds et peut-être qu'on va pouvoir aborder. Donc les politiques publiques qui organisent justement la protection de la ressource en eau. Je vous lance un sacré défi, Philippe. Oui, en 3-4 minutes, c'est un sacré défi. Mais en fait, peut-être pour rebondir sur ce qu'évoquait Loïc,
Donc effectivement, on voit qu'il y a un ensemble d'acteurs qu'il faut arriver à mobiliser finalement autour de la gestion de l'eau. Et pour ça, on a 2 outils qui sont incroyables. On a un premier outil qui s'appelle le comité de bassin, où finalement, à l'échelle d'un grand bassin comme le bassin Loire-Bretagne, il y a à peu près 190, 200 personnes qui sont là autour de la table pour discuter de la gestion de l'eau. Donc on y retrouve les collectivités territoriales et toutes les échelles qu'a évoqué Loïc, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. On y retrouve les services de l'État également, et on y retrouve aussi tous les usagers. Donc les usagers économiques, agriculteurs, industriels, pêcheurs professionnels, voilà, tous les usagers qui utilisent la ressource ou les milieux aquatiques, et puis les usagers non économiques, associations de consommateurs, de défense des consommateurs, associations de protection de la nature et de l'environnement, conservatoires d'espaces naturels. Et c'est tous ces gens-là qui débattent justement des règles de gestion. Ces règles, elles sont définies par rapport à la connaissance de la ressource, des milieux aquatiques, de leur état, à la connaissance des pressions qui viennent altérer les différents usages anthropiques qui viennent altérer ces ressources. Et puis elles construisent ensemble ce qu'on appelle un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un SDAGE. Mais ce schéma, en fait, il est essentiel parce qu'il définit les règles, les dispositions de préservation, à quel endroit il y a un enjeu à faire du stockage, et pour quel usage, à quel endroit il y a un enjeu à restaurer les zones humides, à quel endroit il y a un enjeu aussi à prendre en compte les apports en nutriments, nitrates, phosphore qu'il peut y avoir sur les sols, à quel endroit il y a un enjeu à préserver les toutes petites, ce qu'on appelle les têtes de bassin versant, là où naissent les rivières. En fait, c'est des endroits qui sont magnifiques, qui sont ultra fragiles et qu'il faut préserver. Donc voilà, donc ces règles de gestion, elles sont définies en commun. Et c'est bien ce comité de bassin-là qui les définit en commun et qui les porte à la connaissance de l'État. Et l'État ne fait que arrêter, valider ce qu'a proposé le comité de bassin. Donc ça, c'est essentiel. Donc, à la fois, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'évoquait Loïc, tout se joue au niveau des collectivités locales ou territoriales, y compris départements, régions. La maille territoriale, elle est centrale. C'est une compétence décentralisée. C'est pas une compétence, c'est pas une vraie compétence de l'État. C'est avant tout une compétence des collectivités. Et en plus, c'est un comité de bassin qui décide ce qu'il faut faire de cette ressource et des actions qu'il faut engager pour préserver les milieux aquatiques. Et comme ça se fait en plus à l'échelle d'un grand bassin, on a trouvé que ce n'était pas encore assez fin ou pas encore assez proche finalement des enjeux locaux et des réalités locales. Et donc finalement, il y a un autre outil qui s'est créé à une échelle infra-bassin, à l'échelle d'un sous-bassin, qui s'appelle la Commission locale de l'eau, où on y retrouve le même Parlement dans cette Commission locale de l'eau, le même regroupement, le même échange entre les acteurs, usagers, collectivités, services de l'État, pour discuter à cette échelle-là des règles de gestion qu'il faut se donner en commun et qui après doivent être prises en compte par les documents d'urbanisme, doivent être prises en compte par d'autres documents de planification. Donc c'est comme ça que ça s'organise. Pour autant, et tout ça dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, donc la directive européenne, et puis il y a ponctuellement besoin de réimpulser des choses, de réappuyer sur certains leviers qu'il faut mettre en œuvre, et le plan eau, oui, qui est sorti en 2023. Bien, parce qu'on l'a évoqué entre les lignes, mais on n'en a pas parlé. Et du coup, j'en parle. Du coup, là, c'est une politique nationale, effectivement, portée par le président de la République suite à la grande sécheresse de 2022, qui a vraiment été un tournant majeur, finalement. Et ce plan eau, il a dit il faut réengager des actions complémentaires, finalement, de ce qui se fait à l'échelle des bassins et des sous-bassins. Et il faut mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas qu'un sujet de collectivité, c'est un sujet d'industriels, c'est un sujet des citoyens, des habitants, c'est un sujet des acteurs agricoles. Il faut que chacun contribue. Chacun contribue sur différents volets. Il y en a 3 majeurs. La sobriété. Ouais. Chacun doit faire un effort de sobriété. Pour certains, c'est peut-être au moins X% de prélèvement. Pour d'autres, on est toujours le même niveau de prélèvement, mais on est plus sobre à l'hectare, par exemple, par rapport à l'usage qu'on peut avoir. C'est un enjeu de renforcement de la disponibilité de l'eau, puisque en fait l'eau qui est utilisée, elle peut aussi être réutilisée. Et donc on a essayé d'insister sur la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple la réutilisation ce qu'on appelle des zones non conventionnelles, on y reviendra. On va y revenir, et puis c'est un enjeu de qualité, puisqu'on l'a évoqué en 40 ans, entre 1980 et 2020, on a un tiers des captages qui ont été fermés par rapport à des enjeux de qualité. Donc il faut aussi revenir sur cette restauration d'une meilleure qualité
dans les rivières et dans les nappes d'eau souterraines. Et est-ce que vous pensez qu'il faut quand même faire évoluer le modèle de financement et de gouvernance? Alors je pense que le modèle de gouvernance, il faut le stabiliser. Et il y a un enjeu à ne pas refaire régulièrement des grands soirs. Je pense qu'il est ancré dans le temps, dans l'histoire aussi, et il a été conforté, c'est-à-dire qu'il est ancien en fait en France, et il a été conforté par pas mal de directives, notamment les directives européennes, donc c'est plutôt un allié. Il faut faire en sorte qu'il fonctionne bien, qu'il fonctionne peut-être mieux, et que l'ensemble des usagers, l'ensemble des parties prenantes finalement puissent bien s'exprimer, et qu'on ait aussi localement des deals, des accords, des compromis qui soient ambitieux pour la restauration des milieux. Ça c'est le modèle de gouvernance, donc à maintenir, à garder, peut-être à optimiser, à affiner, mais en tout cas, je ne pense pas à balayer. Le modèle de financement, on l'a vu, les enjeux étant de plus en plus prégnants, il va falloir peut-être qu'on réexamine ce modèle de financement, qu'on le refasse évoluer, mais je crois avec un élément qui est majeur, c'est que l'eau paye l'eau, et ça c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire que c'est bien à ceux qui prélèvent, ceux qui altèrent la qualité de l'eau, ceux qui l'utilisent, de payer finalement pour son maintien, sa restauration, son amélioration. Esther Creuset-Randelbourg, vous voulez réagir? Oui, absolument. Pour réagir et pour donner en fait le témoignage des usagers de l'eau et en particulier des industriels à cette gouvernance qui, effectivement, nous est enviée par le reste du monde et de l'Europe en particulier. C'est vrai que c'est souvent érigé en exemple. Du côté des industriels qu'on accompagne, il y a souvent une méconnaissance de ce système parce qu'il y a quand même beaucoup d'organes. Déjà, l'eau est répartie entre 4 ministères, l'agriculture, la transition écologique, l'économie, je le mets quand même là, et puis la santé. Donc ça veut dire les interlocuteurs et puis les intérêts sont parfois convergents et parfois divergents. Et puis après, à l'échelle très locale, parfois, ils ne savent pas forcément vers qui se tourner. J'ai 2 exemples en particulier qui sont assez parlants. Le premier d'un industriel qu'on a accompagné dans le Grand Est, qui a réussi à réduire de 80% ses prélèvements en eau, donc absolument incroyable, et en faisant ça, grâce à une boucle fermée, mieux maîtriser ses rejets et ses effluents, parce qu'il y avait quand même évidemment des rejets de PFAS assez importants dans cette histoire. Pourquoi ils l'ont fait à la base ? Pas parce qu'ils étaient contraints, mais parce qu'en fait, notamment les contraintes administratives et les visites de la DREAL, dont un des organismes qui va venir contrôler les rejets, étaient plus pénibles et plus compliquées à organiser que d'investir à peu près 1,5 million dans un système de rejet. Donc c'est dommage, évidemment c'était une boutade, on en a rigolé, mais ils étaient contents. Et après, ils n'ont pas fait l'exercice d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de se dire, avec 80% de prélèvements en moins, est-ce que j'ai informé l'agence de l'eau, est-ce que j'ai informé mon comité de bassin pour leur dire ce que j'ai fait, potentiellement partager des bonnes pratiques, etc. Et le problème, c'est qu'il y avait du cadmium dans cette histoire, qui est un des PFAS, un des polluants éternels les plus compliqués, qu'ils ne rejetaient plus, mais qui était quand même rejeté par d'autres industriels. Mais les prélèvements étant faits un peu plus loin en aval sur le bassin, c'était quand même eux qui étaient pointés du doigt parce qu'ils n'avaient pas assez informé de ce qu'ils avaient fait. Donc, dommage, ils l'ont fait pour plus être embêtés, mais ils n'ont pas informé, etc. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est sur le bassin de la Durance, pour le coup, un groupe qui a mis en place une usine entièrement, pratiquement sèche, c'est-à-dire qu'elle prélève une fois et puis tout est recyclé pratiquement à l'infini, à peu de choses près. Ils n'ont pas informé non plus les voisins et les concurrents usagers de l'eau. Et donc, ça ne les a pas empêchés, finalement, de prendre des manifestations, des formes d'agression verbale en leur disant « vous pouvez arrêter de produire, mais nous autres, villes, agriculteurs ou autres usagers, nous ne pouvons pas nous passer de l'eau, donc c'est à vous d'arrêter. » Sauf qu'eux avaient mis en place ce système-là et n'avaient pas communiqué. Donc, en fait, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur le lien entre usagers et gouvernance. Souvent, ce qu'on leur dit, c'est faites la liste des gens à connaître, prenez votre téléphone, allez les voir et communiquez sur ce que vous faites parce que c'est entre les usagers et la gouvernance que ça va se faire. Et voilà, il y a encore un petit peu de travail là-dessus. Nous, on les accompagne là-dessus, mais je pense qu'il y a une pédagogie peut-être à faire sur la gouvernance qui pourrait aider. Est-ce que vous voulez l'un ou l'autre réagir à ce sujet? Je vous passerai la parole dans un instant, Hélène Aramburu, sur le dernier volet de cette table ronde et de cet échange. Oui, Loïc Oblet, vous voulez réagir? Pour appuyer, le besoin de pédagogie, il est absolument indispensable. C'est ce que j'essayais de dire en disant qu'il faut sortir l'eau du monde de l'eau. Donc il y a évidemment les acteurs économiques, mais on a aussi, pardon de le dire comme ça, les acteurs politiques. On est régulièrement auditionnés à l'Assemblée nationale, au Sénat, et les députés et sénateurs nous disent eux-mêmes « Ouh là là, c'est quand même très compliqué votre affaire, l'histoire du bassin, l'histoire de l'assainissement, l'histoire de l'approvisionnement. » Et du coup, on a un risque que le politique, pour essayer d'être crédible, essaie de se mettre au niveau du technicien.
Et du coup, on est tous un peu fautifs, le technicien parce qu'il n'a pas forcément réussi à partager les enjeux, et le politique parce qu'il n'a pas forcément réussi à bien s'y mettre. Je suis assez persuadé qu'on a un besoin de mettre dans le débat public aujourd'hui la politique de l'eau, et c'est en le faisant qu'on arrivera certainement à simplifier, à mieux communiquer, à faire en sorte que l'industriel dont il était question fasse quelque chose. Peut-être juste, si on parle économie, la gouvernance de l'eau, on l'a dit, elle est absolument importante pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faut, pour qu'on puisse décider de ce qu'on va faire, de ce qu'on va prélever comme eau, d'abord il faut savoir ce qu'on utilise, et ça c'est hyper compliqué aujourd'hui. Nous on mène on accompagne les collectivités pour mener des études aujourd'hui, et il faut parfois qu'on aille chercher chacun pour savoir combien il consomme, pour pouvoir après regarder en fonction de la disponibilité où on en est, est-ce qu'on peut augmenter, est-ce qu'on peut baisser, etc. Donc on a besoin de connaissances, on a besoin de mobiliser tout le monde pour connaître, et puis après pour, ce que disait Philippe tout à l'heure, pour partager. Mais on a aussi besoin de se fixer des règles. La politique publique, c'est pas que de l'incitation financière, c'est pas que de la connaissance. Il y a la carotte et il y a aussi parfois le bâton. Et le bâton, quand il vient pas, le juge décide que le bâton doit arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Ceci étant, nous, dans le bassin Loire-Bretagne, ce que disait Esther, je l'illustre, entre 2019 et 2022, les industriels ont baissé spontanément de 20% leur consommation d'eau. Je parlais du réglementaire, pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que il va y avoir des gens qui jouent le jeu. Et qui jouent le jeu pour eux parce qu'ils y ont un intérêt, mais aussi en se disant je vais apporter mon écho, je vais être sobre, je vois qu'on a un problème. Et puis il y a celui, ils sont toujours minoritaires, mais toujours un peu ennuyeux, qui vont se dire moi je vais essayer de profiter des efforts que font mes copains, mes voisins, pour avoir plus d'eau. Voilà. Et cette théorie du passager clandestin, bien connue en économie, elle est particulièrement importante dans le domaine de l'eau. Donc on a ce besoin de connaître, quand même de contrôler, même si parfois ça ne fait pas plaisir, pour qu'on puisse savoir récompenser les comportements vertueux. Et ce n'est pas forcément pour taper sur celui qui ne joue pas le jeu, mais c'est pour qu'il sache qu'à un moment, il faut changer les pratiques. Et qu'on le dise assez vite pour que l'acteur qui est récalcitrant, il puisse avoir le temps de se préparer. Et là, nous, on l'aide à se préparer. On va l'aider, les industriels, nous on est là pour leur apporter des financements pour consommer moins d'eau. Les 80%, on les retrouve dans beaucoup d'endroits. Ça va assez vite. Dans l'industrie agroalimentaire, c'est parfois plus compliqué parce qu'il y a des normes sanitaires, et pourtant il y a des arrêtés et des décrets qui sont sortis récemment qui facilitent les choses. Donc on a plein de solutions. Alors je pense qu'on pourrait en débattre pendant un petit moment, puisqu'on parlait aussi de politique française. J'ai une question, un quid de la politique européenne vis-à-vis des barrages hydrauliques privés en France. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à cette question, mais ça ouvrirait encore un autre débat, mais on voit qu'il y a aussi tous ces enjeux derrière. Il nous reste environ une demi-heure, n'hésitez pas à poser vos questions, j'en vois d'autres qui arrivent, donc comme je continue, je vais les prendre aussi au fur et à mesure, mais je voudrais qu'on en arrive. Je crois que les défis économiques, on les a largement vus, évidemment, on a posé les enjeux, on a parlé évidemment de la question du coût. C'est bien aussi de voir des solutions aussi potentielles. On parlait de la réutilisation des eaux usées, on va y arriver aussi avec vous, Hélène Aramburu. Et les bassines, les méga-bassines dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous, dans ce que vous avez vu, pu observer, est-ce que ces bassines agricoles pourront constituer une solution ? Alors oui, en effet, les bassines, qu'on appelle aussi dans le jargon technique les retenues de substitution, sont présentées comme la solution au manque d'eau en période estivale. Alors qu'est-ce qu'une retenue de substitution déjà ? C'est une retenue qu'on va remplir en période hivernale pour l'utiliser en période estivale en substitution de prélèvements qui auraient été réalisés en été. Alors déjà, on entend souvent, oui, on prélève quand il y a trop d'eau. Alors ce trop d'eau, c'est pour qui il y a des écosystèmes qui ont besoin d'avoir ces périodes de hautes eaux, par exemple. Donc c'est pas anodin même de prélever en période de hautes eaux. Et alors donc nous, on a simulé une France qui en 2050 était couverte de ces retenues de substitution pour évaluer leurs effets, pour un peu objectiver le débat. Donc on a actuellement à peu près 16 millions de mètres cubes de retenues de substitution et on a monté ce volume à 220 millions de mètres cubes en 2050.
2050. Donc vraiment, faut savoir que c'est une augmentation très importante, une multiplication par plus de 10 de ces retenues de substitution. Alors ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle de la France, ce développement massif des retenues de substitution, qui en plus ont un coût, parce que c'est des ouvrages qui sont souvent subventionnés par la puissance publique, cela permet au maximum de diminuer le pic de demande en eau en période estivale, donc pendant la période de tension, de 2% en moyenne en France. Donc on a fait un focus par exemple sur le bassin de la Charente, parce que vous savez qu'il y a des tensions sur ce bassin versant. Donc on a regardé une situation, alors il y a des retenues de substitution actuellement, mais une situation sans retenue, une situation avec plein de retenues, c'est-à-dire à l'équivalent de 3300 piscines olympiques de retenues de substitution dans ce bassin versant. Et là, ça permet de diminuer le pic de demande de 7%. En période estivale. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur, en fait. Donc la retenue de substitution, elle pourra être intéressante dans certains territoires, si elle est conditionnée aussi à des changements de pratiques, à des changements de culture, parce qu'on crée une retenue, mais pour faire quoi? Pour pour relocaliser une filière distribuée sur le marché local, pour irriguer des cultures qui vont être ensuite exportées. Donc voilà, se mettre d'accord et être transparent sur on utilise cette eau pour faire quoi? Et je pense que le débat démocratique, il ne doit pas être sur la retenue, mais c'est sur son objectif, en fait. Donc, avoir vos chiffres, on peut comprendre les interrogations parfois et le mécontentement qu'il peut y avoir autour de ce sujet de mettre des bassines, finalement. En effet, parce que c'est pas, la question n'est pas interrogée, est pas posée, pardon. Si ces retenues, elles étaient faites peut-être pour relocaliser une filière de maraîchage en agriculture biologique pour le marché local, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de tensions. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces retenues, elles peuvent être intéressantes dans certains territoires, ça pourra jamais être l'unique solution. Il faudra activer plusieurs leviers. Et quand je disais qu'elles doivent être conditionnées, donc elles doivent être conditionnées à un changement de culture et un changement de pratique. Il y a des pratiques agroécologiques qui permettent en particulier de davantage retenir l'eau dans les sols. Et quand on retient mieux l'eau dans les sols, en fait, on diminue la demande en eau d'irrigation. Donc voilà, la retenue, ça sera pas l'unique solution. Alors, je ferai réagir les uns et les autres à cette question-là, mais je voulais vous faire réagir aussi parce que vous avez aussi fait d'autres simulations autour de la réutilisation des eaux usées traitées. On parlait aussi du sujet et Philippe Gautheyron pourra réagir dans un instant. Alors oui, ça aussi s'est présenté comme une solution avec souvent l'exemple d'Israël qui utilise énormément d'eau usée traitée. Alors nous, ce qu'on dit, c'est déjà la réutilisation des eaux usées traitées quand elle est faite dans le territoire, donc pas en bord de mer. En fait, c'est la même chose qu'un prélèvement. Donc pour faire simple, j'ai une station d'épuration qui, à date, épure l'eau et la rejette dans une rivière. Puis je vais avoir un acteur économique, un agriculteur, un industriel qui va prélever de l'eau dans cette rivière en aval de cette station d'épuration pour satisfaire sa demande. Et la réutilisation consiste à se connecter directement en sortie de la station d'épuration et à utiliser directement cette eau qui ne repasse plus par la rivière. Mais finalement, le résultat est le même, peu ou prou est le même. Donc nous, on dit la réutilisation, elle a un intérêt si on se connecte à des stations d'épuration qui se rejettent en mer. Parce que là, on va substituer un prélèvement qui était fait en eau douce en se connectant directement à la station d'épuration. Donc on a simulé en fait un développement massif de la réutilisation des eaux usées traitées sur les stations d'épuration de toute la façade méditerranéenne et de toute la façade atlantique. Et donc, les ordres de grandeur, là aussi, ne sont pas du tout à la hauteur, puisqu'au maximum, on pourrait réutiliser 50 millions de mètres cubes d'eau, quand ces bassins versants, la demande de ces bassins versants atteindrait en 2050 1,7 milliard de mètres cubes d'eau. Donc, à chaque fois, en fait, ce sont des solutions qui nous paraissent être du bon sens et qui, finalement, ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Alors, justement, Philippe Gautheyron, en partant de ces études et de ces analyses, quelle est votre réaction sur ces sujets? Je pense qu'Hélène a raison. C'est-à-dire que s'il y avait une solution qui permettrait de répondre à l'ensemble des enjeux, on l'aurait déjà trouvée et elle serait déjà déployée partout, en fait. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle de chaque sous-bassin, il y a à réfléchir à un bouquet de solutions pour organiser les choses. Et tout dépend, finalement, des usages et de l'hydrologie de ce sous-bassin-là. Donc, la première des choses à faire, c'est ce que disait Loïc, c'est-à-dire qu'il faut connaître. Il faut connaître son hydrologie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme écoulement, qu'est-ce qu'il y a comme débit dans la rivière, quel est l'état des nappes souterraines de ce sous-bassin. Aujourd'hui,
et éventuellement aussi demain avec les modèles et les prévisions liées au changement climatique. Donc connaître son hydrologie et connaître ses usages, parce qu'effectivement aussi, on ne connaît quand même pas forcément tous les usagers qui utilisent l'eau, tous ceux qui la prélèvent. En fait, aujourd'hui, la base des prélèvements nationales, c'est un outil qui est lié à ceux qui payent une redevance sur les prélèvements. Mais pour payer une redevance sur de l'eau qu'on prélève, il faut déjà en prélever un certain volume. Il y en a qui sont pas forcément, qui peuvent être non concernés par cette redevance. Donc voilà, donc il faudrait avoir cette vision un peu plus large de la connaissance des prélèvements. Donc d'abord, effectivement, il faut connaître. Mais après, il faut réfléchir par rapport à les usages qu'il y a sur le territoire aujourd'hui et les usages qu'on veut envisager demain. Quelles sont les solutions ? Ça peut passer localement par de la réutilisation des eaux usées traitées. Et effectivement, c'est une vraie solution et une vraie économie en milieu littoral, plutôt que de rejeter en mer. Si cette eau qui a été traitée peut être réutilisée, il y a une vraie plus-value. Il y a à connaître éventuellement des solutions de stockage, différents types de stockage, en fonction de sa géographie. Du stockage d'eau en retenue collinaire, ça peut avoir du sens localement, sous réserve quand même de maintenir un écoulement quand la retenue est pleine, parce qu'il y a quand même des rivières en dessous à alimenter, et si on intercepte tous les écoulements, il faut quand même que les écosystèmes aquatiques continuent à vivre. Donc ça aussi, ça a du sens, mais tout le monde ne peut pas faire de retenue collinaire. Quand on est en plaine, une retenue collinaire, c'est assez compliqué. Quand on est en plaine, une des solutions, c'est aussi effectivement du stockage en substitution. Mais derrière, c'est des briques de solutions. Et donc, il faut mettre tout autour de la table toutes ces briques de solutions, l'évolution des assolements, des pratiques agroécologiques plus vertueuses, plus économes en eau. Et donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à mettre autour de la table. Il y a un outil qui existe, qui est insuffisamment aujourd'hui développé, qui s'appelle le PTGE, le projet de territoire pour la gestion de l'eau, qui se fait à l'échelle d'un sous-bassin, sous un pilotage d'un préfet référent. Et c'est à cette échelle-là que les parties prenantes doivent définir, compte tenu de ce qui va se passer, de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer demain, et des usages qu'on veut maintenir sur ce territoire-là, les solutions qu'il faut engager. Mais c'est chaque fois qu'un bouquet de solutions. Et il y a une autre problématique aussi, et Esther aussi en parlait, c'est la question de la pollution des eaux. Il y a des choses à faire aussi en termes de dépollution, Philippe Gautheyron. Oui, très clairement, parce que on parle beaucoup de quantité là dans nos réflexions, mais l'eau disponible, elle peut être moins disponible demain si elle est trop polluée, si elle est trop altérée. En tout cas, il y a des usages qui peuvent nécessiter soit des coûts plus importants de dépollution, soit même on peut arriver à, par exemple, fermer un captage, un captage d'eau pour l'eau potable, parce que en fait, le coût de traitement de l'eau brute qu'on va prélever pour la rendre potable serait trop important pour arriver à la dépolluer. Donc en France, chaque année, on ferme 100 captages, rien que pour un sujet de coût de traitement qui est trop important pour arriver à utiliser cette eau-là. Donc c'est aussi là qu'il faut agir. Donc il y a une action majeure à engager sur ces captages d'eau potable, sur ces points de prélèvement. C'est facile et difficile à faire parce qu'en fait, on sait très bien aujourd'hui traiter, on a réduit tout ce qui était macropolluant, on arrive à bien travailler là-dessus. Il nous reste encore pas mal de molécules interdites aujourd'hui qu'on retrouve dans les sols parce qu'il y a une certaine rémanence et donc il faut arriver à traiter ces molécules qui elles-mêmes se dégradent en d'autres molécules qui en se dégradant peuvent avoir une toxicité supplémentaire. Donc on a ça à gérer. Et puis il y a tout l'enjeu de la micropollution. On l'évoquait avec les PFAS et ces polluants qu'il faut arriver à traiter d'une manière ou d'une autre et qui ne sont pas forcément aujourd'hui faciles à traiter. Donc voilà, donc il y a aussi finalement une connaissance complémentaire qu'on acquiert sur les pollutions chimiques et la micropollution chimique sur les résidus de médicaments, sur les perturbateurs endocriniens, sur les microplastiques aussi qui sont présents dans les nappes d'eau souterraines ou dans les rivières et qu'il faut arriver à adresser, à traiter de la bonne façon. Alors, je vous ferai réagir dans un instant, Esther Creuser-Nelbourg. Je vais passer la parole aussi à Loïc Oblette pour réagir à ces différentes solutions, en tout cas qu'on a évoquées. Hélène, notamment, qui a parlé de réutilisation des eaux usées, de bassines. Là, on parlait aussi de dépollution sur ces
cet enjeu-là? Sur ces sujets, je pense qu'il faut se méfier de ceux qui sont certains d'avoir la bonne solution, parce qu'on est malheureusement ou heureusement sur un domaine qui est technique et qui doit souffrir de la nuance dans les positions que les uns et les autres doivent prendre. Et puis si on peut avoir un petit peu confiance en la science, c'est quand même mieux, à l'heure où elle est quand même assez bafouée. On a besoin de choses auxquelles se référer. Donc il y a des débats qui sont parfois politiques et idéologiques, je les mets de côté. Si on prend la science, la technique, et qu'on tient compte de la nuance, il faut qu'on se dise que la bonne solution, elle sera trouvée localement. Voilà, entre les acteurs. Quand les acteurs arrivent à se mettre autour de la table et à trouver une solution ensemble, pour le moment présent, mais aussi pour une trajectoire, et bien à ce moment-là, ça ne veut pas dire que ça marchera comme sur des roulettes, mais ça veut dire qu'au moins, on se retrousse tous les manches, et si on bifurque dans la trajectoire, on bifurquera ensemble dans la trajectoire. Et ça, c'est hyper important. Il faut qu'on arrive à redonner du sens à la démocratie tout court, mais aussi à la démocratie locale, la démocratie de l'eau, comme on l'appelle, bien aidée par la science, parce qu'on en a vraiment besoin. Sur la question des bassines, qui sont des retenues de substitution, Hélène l'a dit, c'est pas la solution. C'est pas la solution, parce que on voit bien que les volumes concernés ne répondront pas aux besoins. Par contre, si, à certains endroits, si le milieu le permet, ça peut initier des transitions qu'on peut cranter, qu'on peut conditionner une aide publique à des changements de pratiques, et bien là, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est pour ça que l'Agence de l'eau subventionne des retenues de substitution, et je le dis, en y mettant les conditions, c'est-à-dire qu'on va financer si tout le monde s'est mis d'accord pour un PTGE, on va financer s'il y a une structure qui porte collectivement, s'il y a des conditionnalités de changement de pratique, s'il y a de la sobriété derrière, et si c'est une solution parmi toutes les autres. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sortent de terre, parce qu'il y a le contexte que vous connaissez, et aussi parce que économiquement, il faut pomper de l'eau. Pomper de l'eau, c'est l'énergie. Et l'été, il faut repomper de l'eau pour aller en remettre ailleurs. Donc il y a un coût qui n'est pas neutre et qu'il faut intégrer dans le modèle économique agricole d'aujourd'hui et surtout de demain. Néanmoins, il y a des exemples, on cite souvent la Vendée, mais il y en a d'autres où, en ayant construit des retenues, en les ayant fait fonctionner avec un partage public, on a fait remonter le niveau piézométrique. Donc ça veut dire que ça a pu avoir une efficacité, alors pour l'instant, et puis il y a des endroits où, alors qu'elles n'étaient pas faites pour ça à l'époque, c'était il y a 20 ans, on a pu, grâce à une sécurisation de l'approvisionnement en eau, sur une période donnée, avoir des cultures qui ont été diversifiées, qui nécessitent moins de produits phyto, avec des endroits en bio notamment qui sont importants. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas avoir de position outrancière, il faut faire confiance au territoire et surtout, par contre, il faut qu'on se dise, si on a un bouquet de solutions et qu'il y en a une qui est trouvée et que tout le monde s'est mis d'accord pour qu'il puisse y avoir une retenue, à ce moment-là, il faut aller assez vite pour la faire, parce que si vous avez besoin du temps de se mettre d'accord, du temps du contentieux, du temps dans la construction, et que la bassine, elle se construit 20 ans après, pour le coup, le climat n'est plus du tout le même, et ce à quoi elle aurait pu servir, finalement, ça peut être plonger ceux qui vont s'en servir dans une détresse, parce que du coup, il n'y aura plus d'eau pour la remplir. Dernière chose peut-être. Parce qu'il y a une question que je voulais vous poser aussi, que je vois en ligne, et je vois le temps qui file, il nous reste un quart d'heure. Alors, juste la dernière chose là-dessus, parce que là, on invente des solutions, enfin, on dit des solutions qui ont un coût. Oui. Vous avez les solutions fondées sur la nature, c'est ça dont vous voulez parler. Alors, je voulais vous d'abord, il y a la sobriété. La sobriété, c'est quand même ce qui coûte le moins cher. Essayer de faire attention, ça ne coûte rien. Et on peut tous le faire. Mais après, il y a effectivement les solutions fondées sur la nature. Le plus grand réservoir, la plus grande bassine, la plus grande réserve de substitution, qui n'en est pas une du coup, c'est le sol. On en a parlé. Et certains sols particuliers qui sont des vraies éponges, qui sont les zones humides, qu'il faut absolument préserver partout, parce que ça absorbe l'eau quand il y en a trop. Quand certains estiment qu'il y en a trop, et puis parfois c'est le cas, et ça la recrache quand il n'y en a pas assez. Et le sol, il fait un peu ça aussi. Donc la capacité de filtration et d'infiltration. Donc là où depuis
des décennies, on a essayé de tracer des grandes rigoles qui amènent l'eau très vite à la mer, eh ben, il faut qu'on arrive à respecter les éponges, à les préserver, à les protéger, à les valoriser économiquement, pourquoi pas, notamment avec l'élevage dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il faut qu'on arrive à reméandrer, à ralentir le cycle de l'eau pour que ça puisse s'infiltrer un peu partout et que ça soit non seulement joli, utile pour les milieux, mais aussi valorisable économiquement dans la mesure où l'eau sera disponible au moment où on en a besoin. Alors j'ai une question, je pense que peut-être vous pouvez y répondre, sur les stations d'épuration qui ne peuvent pas traiter un afflux massif d'eau lors de gros orages de plus en plus fréquents. Quel système est prévu lorsque la consommation devient risquée, voire impossible? La personne qui nous pose la question rappelle la pollution de l'eau et des huîtres impropres à la consommation à Noël 2023 par exemple. Alors il y a deux choses. D'abord il y a les stations qui débordent parfois, parce qu'il y a beaucoup d'afflux. Voilà. Et puis il y a les eaux pluviales. Alors, pendant très longtemps, on a pris toute l'eau qui sortait des toilettes, des usines, et puis du caniveau, et puis on les a mis dans la station d'épuration pour qu'elles soient traitées. Et évidemment, dans ces cas-là, ça déborde. Et en fait, on s'est quand même rendu compte depuis quelques décennies, mais ça c'est en train de bien prendre, que ça serait peut-être pas inutile de séparer les deux, d'assainir ce qu'il faut assainir, et de traiter les eaux pluviales d'une manière intéressante. Et la meilleure manière de traiter les eaux pluviales, c'est qu'elles n'arrivent pas dans le caniveau. Donc c'est de les laisser s'infiltrer un peu partout. Pour qu'on ralentisse. On en vient aux fameuses éponges. Et on en vient aux fameuses éponges. Donc, pour le coup, on a parlé tout à l'heure de construire, d'artificialiser. Artificialiser, c'est pas très bon pour la biodiversité, mais c'est peut-être encore plus mauvais, enfin peut-être pas plus mauvais, mais c'est très mauvais aussi pour la gestion de l'eau. Parce que si vous artificialisez, vous accélérez le ruissellement vers les réseaux de traitement d'eau pluviale quand il y en a, sinon vers les stations d'épuration, sinon directement vers la rivière avec les problématiques de pollution qu'on connaît. Alors Esther Creuzeldin, beaucoup de choses ont été dites. On a parlé de pédagogie. Il y a aussi une question là qui a été posée. On parlait beaucoup des acteurs économiques, mais sur les particuliers, avec le nombre de piscines qui ne cesse de croître, est-ce que ça a un impact ou bien est-ce minime? On voit bien que dans certains territoires, on demande de réduire aussi la taille des piscines, comme quoi il faut aussi impliquer, on va dire, tous les acteurs dans cette question-là. Je l'évoquais pour souligner la question qui avait été posée. Donc vous, comment vous réagissez à toutes ces solutions qui sont proposées? On voit bien qu'il n'y en a pas une seule qui est la bonne, j'allais dire. Oui, bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Les solutions vont être locales parce qu'elles ont besoin d'obéir en fait à des conditions climatiques locales, à des bassins, à des réseaux hydrographiques qui ne peuvent pas être regardés quand on est trop loin. Donc, quand les Pyrénées-Orientales n'ont plus d'eau, moi, à Paris, je ne le ressens pas et donc je ne peux pas en fait finalement agir là-dessus. En revanche, là où j'apporte un peu de nuance, c'est qu'il y a peut-être aussi des solutions en prenant du recul, notamment à travers cette fameuse eau virtuelle dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, l'Espagne, le sud de l'Espagne produit 50% des fruits et légumes de l'Europe. L'Espagne brûle et n'a plus assez d'eau pour le faire. D'ailleurs, elle commence à désaliniser pour irriguer. Bref, tout ce qu'il ne faudrait a priori ne pas faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura plus nos fruits et légumes de l'Espagne? Il faudra bien aller les chercher ailleurs. Et c'est là qu'on voit qu'il commence à y avoir une forme en fait, d'organisation de l'utilisation de l'eau à l'échelle planétaire, avec des pays qui se vident de leur eau pour nous envoyer des matières premières à bas coût. Moi, j'adore les avocats. Ça coûte 2,50 € au supermarché. Mais ça vient du Mexique, du Kenya, de l'Espagne, d'endroits où il ne faudrait pas en faire. D'ailleurs, le Maroc a réduit ses exportations, notamment de pastèques et de blé, etc., en disant j'arrête d'exporter mon eau. Donc, il y a une forme de gouvernance mondiale, potentiellement l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pourrait regarder un petit peu ce qui se passe, mais on le met de côté. Mais c'est pour dire, voilà, pour apporter les deux. En revanche, donc sur les parties, alors PFAS, un petit mot, pour ramener aussi des grands chiffres, il y a à peu près 1000 PFAS de ce qu'on peut savoir, et l'Union européenne arrive à en qualifier 20 à 30 à peu près par an, tous les 2 ans. Ça met du temps de qualifier parce qu'il faut savoir à quel point c'est dangereux, quels sont les symptômes, quels sont les seuils. Et donc aujourd'hui, il y en a à peu près 30 à 40 qui sont aujourd'hui dans la régulation européenne et qu'on peut suivre, mais il en reste presque 1000 autres aujourd'hui qu'on ne connaît pas. Et donc aujourd'hui, finalement, si on sait plus ou moins se débarrasser des PFAS qu'on connaît, on ne sait pas faire avec ceux qu'on ne connaît pas,
plus ou moins. Donc si je prenais un cheveu sur la tête de chacun d'entre nous aujourd'hui, on retrouverait plein de choses et on va la retrouver pendant longtemps. Nos enfants, nos petits-enfants vont avoir ce problème. Donc la pollution, malheureusement, est un des sujets les plus graves et c'est un peu ce qu'on appelle les hotspots, donc les moments de contamination lourde qu'il faut vraiment vérifier, notamment pour la santé des enfants et des personnes vulnérables. Sur la partie piscine et méga-bassines, je vais les traiter ensemble parce qu'il y a quelque chose d'un peu similaire. C'est un peu ce sujet d'éthique et ce débat sociétal de qui a le droit à l'eau quand on vient en manquer. Parce que le problème de l'eau, c'est pas quand il y en a, c'est quand on en a tous besoin au même moment, au même endroit, qu'il fait chaud, etc. Les piscines, attention, c'est 0, on avait calculé 0,001% de l'eau domestique. On a un problème de chaleur en été qui fait qu'il va nous falloir des espaces, des bassins pour que les gens se rafraîchissent, sinon on ne va pas y arriver. Évidemment, construire des piscines privées dans des endroits où on n'a plus d'eau en particulier et où les communes sont alimentées en camions citernes, ça n'a pas de sens. On parlait du sud de la France tout à l'heure, justement, avec le manque d'eau. Donc évidemment, mais attention à ne pas taper n'importe où, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une piscine là qu'il y a des problèmes de gestion de l'eau et que ça va résoudre le problème plus grave et plus structurel de la gestion de l'eau. Et en revanche, tout ce qui est piscine ouverte, camping, hôtel, etc., où on peut mettre plusieurs personnes en même temps. Donc c'est pas la même chose. Là, pour le coup, ça devient intéressant parce qu'on peut rentabiliser cette eau. Ça paraît bête, mais économiquement, une piscine ouverte, une piscine publique, oui, il faut absolument qu'elle soit alimentée parce que les enfants vont avoir trop chaud. Ou même des brumisateurs, enfin tout ce qu'on voit apparaître finalement. Il faut cette fraîcheur. Et puis, mine de rien, il faut quand même aussi... la vie est une belle chose dont il faut profiter. Donc voilà, laissons les piscines quand elles sont dans les bons endroits. Sur les bassines, il y a tout et son contraire. Attention, je rappelle qu'une méga bassine, c'est vraiment c'est une structure qui va venir ponctionner l'eau des nappes phréatiques et non pas l'eau de pluie. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Aussi, voilà. Et ça va très très loin. C'est des bâches qu'on va mettre au sol parce que c'est des sols qui naturellement ne captureraient pas l'eau. Et effectivement, on a des sujets de privatisation de cette eau parce que seulement une partie des agriculteurs vont pouvoir y accéder. On a tous ces sujets évidemment d'évaporation de l'eau. On en perd un petit peu, ça c'est normal. On a le sujet de la formation d'algues évidemment à la base qui elle va venir encore une fois enlever un petit peu d'eau. Bon, les méga bassines en elles-mêmes, c'est une industrialisation du stockage de l'eau et en ça, elles peuvent être dangereuses. En revanche, tout ce qui est retenu ou stockage plus petit, moins de 50 000 m3, qui va obéir à un paysage, qui va venir être structurant, qui met en général 3 à 4 ans à être construit, parce que le temps d'avoir les autorisations, ça, je pense qu'il y a une forme d'avenir. Évidemment, ça ne va pas résoudre le problème, et donc on revient aux solutions. Et là, je reviens dans les 3 grandes formes dont on les énonce. Il y a la partie recours aux eaux non conventionnelles. Non conventionnelles, ça veut dire c'est pas le robinet, donc c'est la pluie, le recyclage, la réutilisation des eaux usées et la désalinisation, attention avec des pincettes. Ensuite, il y a tout ce qui est partie productivité. Vous avez vu que je dis productivité et pas sobriété, parce que je rentre plus facilement dans les entreprises en leur disant il faut y aller, on va être plus productif avec 1 litre d'eau versus sobriété. Ça veut dire qu'on ne demande pas à changer le système, on demande juste à utiliser moins d'eau. C'est faire mieux avec moins, finalement. Exactement. Et ça, on sait faire, mais parce que quand on commence à compter, on trouve des leviers extraordinaires. En fait, on n'a jamais compté. Comptons pour pouvoir trouver ces leviers. Et dedans, il y a tout ce qui va dans la productivité qui peut aider. Là, pour le coup, ça coûte un peu d'argent parce que pour compter, il faut mettre en place un petit peu de technologie, mais c'est pas trop cher. Contrairement au carbone, c'est pas très cher. Et puis la troisième chose, c'est la stratégie de production. Où est-ce qu'on produit ? À quel moment ? Qui sont nos fournisseurs ? Et ça, pour le coup, ça se joue à l'échelle du territoire, à l'échelle européenne, et c'est de se dire, effectivement, plutôt que de produire telle culture à tel endroit, ou plutôt d'installer mon industrie qui va faire du malt pour de la bière dans un endroit où il y a déjà plus d'eau dans les nappes phréatiques, je vais peut-être me renseigner un petit peu sur l'état des choses avant d'investir. Ça, c'est des choses que les entreprises ne faisaient pas. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des due diligence, ce mot financier, pour dire on va venir vérifier quelles sont les conditions sous le sol avant de conseiller une entreprise de mettre une industrie. On ne le faisait pas avant, vous vous rendez compte ? Sur le pétrole ou sur le gaz, on ne l'aurait jamais fait. Aucune décision dans l'entreprise n'est faite sans imaginer, sans projeter le coût de l'énergie. Comme le coût de l'eau ne vaut rien, on s'imagine que du coup, on n'a pas à la regarder. Donc c'est comme ça qu'on la remet dans les plans financiers, dans les plans d'investissement et dans les plans de décision. Et ça, c'est une solution qui n'est pas propre à l'eau en elle-même et qui est une forme de métrique économique qu'il faut créer. J'en reviens à ce gros mot, qui est que l'eau est une ressource économique. Ça ne veut pas dire qu'il faut la financiariser, mais ça veut dire que si on oublie qu'elle est utilisée d'abord par des acteurs économiques, on ne va pas leur donner les outils pour le faire, et donc on passe un petit peu à côté du sujet, quoi. Et d'ailleurs, il y a 2 personnes qui ont rebondi de la même façon sur cette question. Les industries devraient-elles prendre exemple sur Michelin et Arkema, qui définissent en interne le prix de l'eau qui manque, ce qui incite à trouver des solutions. Il existe une valeur tutélaire du carbone, pourquoi pas une valeur tutélaire de l'eau à utiliser dans les choix d'investissement. Je vais proposer à chacun, on va dire en 1 minute, si je souhaite dire un peu son dernier mot, et de résumer, parce que beaucoup de choses ont été balayées, mais on
on a bien compris les enjeux économiques globaux, et la valeur et le prix de l'eau, on en a parlé, les enjeux pour les acteurs économiques, le rôle que pouvait jouer évidemment l'État et les solutions, et on voit qu'il n'y en a pas une seule. Hélène Aramburu, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose et conclure, on va dire, faire un dernier tour de table? Alors pour moi, la vraie solution, elle réside dans la sobriété. J'utilise bien le terme sobriété parce qu'on a tendance à l'utiliser à la place de productivité ou efficacité. Sobre pour une industrie, c'est pas mettre en place un circuit de recyclage de l'eau. Ça, c'est être efficace. Si je prends un exemple, passer de l'aspersion en agriculture à la micro-irrigation en goutte à goutte, ce n'est pas de la sobriété, c'est de l'efficacité. C'est-à-dire que je vais avoir la même production, mais en étant plus efficace. Et donc la sobriété, c'est accepter d'avoir une perte de rendement, par exemple. Donc diminuer la quantité d'eau que je mets sur mes cultures. Et je pense vraiment que sans sobriété, mais alors là j'ai pris l'exemple de l'agriculture, mais c'est dans tous les secteurs. Sobriété énergétique, sobriété chez nous, en tant que ménage, sobriété dans l'industrie, sobriété donc dans l'agriculture. Et donc sans sobriété, on n'y arrivera pas. Donc il faut l'anticiper pour éviter d'être au pied du mur en 2050. Nous, ce qu'on dit, c'est que si cette sobriété, elle est choisie, elle est régulée, elle est encadrée et elle est planifiée, et elle est discutée aussi démocratiquement au niveau des territoires, je pense qu'elle sera d'autant plus acceptée et acceptable. Voire elle est désirable, c'est un mot qu'on emploie aussi de plus en plus sur ces sujets-là. Loïc Haubled? Moi, on a dit beaucoup de choses. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de mettre de l'eau dans le débat public. Voilà. Je trouve que on ne parle pas assez d'eau. On en parle quand il y a une crise. Oui, j'allais dire, on a créé le plan eau parce qu'il y avait évidemment une urgence, mais... Et malheureusement, ce qui fait bouger, c'est souvent la crise. Le problème, c'est toujours l'histoire de la grenouille là, dont l'eau bout. C'est-à-dire que, en fait, le changement climatique va s'accélérant. Les problèmes vont devenir de plus en plus aigus, mais on n'aura pas forcément un 2022 fois 5. Mais par contre, on va avoir plein de 2022 qui vont s'accélérer. Et donc, plein d'arrêtés sécheresse. Et donc, plein de demandes d'accompagnement pour l'assurance, etc. L'année dernière, 5 milliards d'euros dépensés par les assurances pour les accidents climatiques. Ce qui est 2 fois plus que le budget des agences de l'eau. Donc, on a besoin de parler de ça. On a besoin... évidemment de faire du curatif, de gérer ce qui va mal, de réparer, mais on a surtout besoin de préparer l'avenir. Et ce qui est compliqué, c'est que ce qu'on va dépenser aujourd'hui, on en verra peut-être les fruits dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc le temps politique n'est pas forcément celui-là. Donc on a besoin de faire de l'eau un débat politique. C'est absolument essentiel. Philippe Gautheyron. Oui, je rejoins tout ce qui a été dit sur la sobriété, sur la nécessité aussi de discuter tous ensemble. Moi, je reviens vraiment sur ces deux choses-là, c'est-à-dire que pour moi, il y a besoin les solutions, elles se trouveront ensemble, entre parties prenantes, et à l'échelle d'un sous-bassin. Donc c'est ensemble et localement que les solutions, elles seront à trouver, et que ça sera systématiquement un bouquet de solutions, mais elles seront définies par un ensemble de participants, d'usagers et localement. Et puis pour tout ça, il nous faut des politiques publiques d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix être dans l'accompagnement des acteurs qui s'engagent, dans l'accompagnement de l'industriel qui fait évoluer ses process, de l'agriculteur qui s'engage, de la collectivité. Voilà. Et donc pour moi, le maître mot, les politiques publiques à inventer demain, elles doivent être avant tout centrées sur l'accompagnement pour une meilleure gestion de l'eau. Esther Creuser-Delbourg. Oui, alors je trouve que justement ce qu'on a fait aujourd'hui avec des parties prenantes différentes et qu'on arrive à converger avec des mots différents, et je prends le sobriété et productivité, j'utiliserai les deux désormais, c'est important, est très riche et montre qu'en fait qu'on peut tout à fait s'en sortir. Et c'est le message très positif que j'ai, c'est que le débat du carbone, le sujet du carbone qui nous a obsédés pendant les 10 à 15 dernières années, finalement a conduit beaucoup d'acteurs économiques à se dire « Oh là là, on m'embête, c'est de la régulation en plus, etc. » Et je vois pas l'intérêt. Effectivement, on émet du carbone, on peut quand même continuer à opérer. Or, on n'a plus d'eau, on n'opère plus. Et donc, en fait, là-dessus, c'est très positif. Autant le carbone est compliqué à résoudre, j'espère qu'on va y arriver, mais c'est compliqué. Autant l'eau, on a tout ce qu'il faut à notre disposition pour réduire de 30 à 40% notre empreinte, sans réduire notre confort ni notre niveau de production. C'est quand même beau, on ne demande même pas de changement de paradigme. Et donc là-dessus, c'est pas si cher que ça. Simplement, il faut s'y mettre, il faut la compter. Et ensemble,
sans débat médiatique trop enflammé, on peut tout à fait réduire en fait notre utilisation et arriver à une utilisation sobre, cohérente et avec un partage équitable pour tous de l'eau. Donc on peut y arriver, c'est complètement à notre portée, ça c'est génial, on ne peut pas en dire autant du carbone, donc c'est un message extrêmement positif et je pense possible avant que je sois trop vieille. Donc ça veut dire dans les 30 ans à venir, on peut encore le faire. Voilà, donc un message positif pour terminer. Puis vous disiez, on a besoin d'en parler. En tout cas, c'est ce qu'on a fait là pendant 2 heures en balayant ces grands enjeux. Donc merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont posé leurs questions. Merci aussi à tous les 4 pour votre intervention. Donc vous allez retrouver les replays. Donc n'hésitez pas à diffuser largement autour de vous parce qu'on l'a dit, il faut vraiment en parler, faire de la pédagogie sur les sujets. Il y a des éléments bibliographiques aussi qui seront en lien avec cette conférence qui permettront, on va dire, de fouiller encore un peu plus les sujets. D'autres rendez-vous encore à annoncer organisés par l'IGPDE. Le 4 décembre, dans le cadre des rendez-vous, ils et elles l'ont fait. Un entretien avec Eva Sadoud autour de la finance à impact environnemental et social. Les inscriptions sont ouvertes, je tiens à le dire. Le 16 décembre, rencontre économique sur le thème de la diplomatie économique de la France. Là encore, les inscriptions sont ouvertes. Et puis l'année prochaine, on n'arrête pas, toujours autour de ces thématiques économie et transition écologique. Encore 2 tables rondes que j'aurai le grand plaisir d'animer. L'une autour de la fast fashion, ça aussi c'est un sujet important, les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la fast fashion en mars, si je me souviens bien, le 17 mars. Et il y en aura une aussi autour de l'économie de la mer, puisqu'on a parlé finalement de la mer aussi, des océans, sur cette table ronde sur l'eau. En tout cas, vous jetez un œil sur le site de l'IGPDE. Tout le programme 2026 sera prochainement en ligne et vous pourrez trouver évidemment, je crois que ça va être affiché sur l'écran, il y a un lien, donc vous pouvez tout regarder. N'hésitez pas parce que plus on s'informe, mieux c'est. Voilà, encore merci beaucoup à vous tous. Et il y a de l'eau dans toutes les thématiques que vous avez. Exactement, finalement, vous voyez, c'est en filigrane de tous les sujets, donc c'est parfait. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous et à bientôt.